Bienvenue au séminaire de la Fondation Gabriel Péry, de la MSH Dijon et de tous les différents laboratoires qui sont associés à ce séminaire sur les ateliers du communisme. Le séminaire d'aujourd'hui, le 24 janvier 2025, est consacré à quelque chose d'important, le communisme rural. Alors, à plus d'un titre, on a ce séminaire. D'abord parce que, comme l'an dernier, avec Jean-Numa Ducange, on avait proposé à Rouen un atelier sur la question de l'Afrique avec le programme de l'agrégation externe d'histoire. On a proposé aussi pour l'agrégation externe d'histoire cette année un programme sur le communisme rural. Le programme, hein, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas les concours, même si au milieu et qui ne les passent plus, et pour ceux qui sont dans la salle et qui passent le concours, le programme est Vivre à la campagne en France de 1815 aux années 1970. C'est un programme avec Corinne Marache qu'on a eu la chance de proposer et qui a été retenu. Donc c'est pour revenir, le séminaire d'aujourd'hui, sur une approche incarnée d'une histoire des campagnes, vue d'en bas, à hauteur d'individus, de familles, de villages, de communautés villageoises, des divers acteurs ou groupes d'acteurs, formels ou informels, on pourra y revenir, organisations politiques bien sûr, syndicats à un autre moment donné, agissant et interagissant dans les espaces ruraux. Donc c'est autour véritablement de ça qu'on se le propose. Et dans la question vivre, vivre c'est exister, mais c'est aussi mener un type d'existence. Et face à ce type d'existence, c'est aussi avoir conscience de sa vie. Et dans cette conscience de vie, eh bien, le politique y a toute sa place, ou la politique y a toute sa place. C'est ce qu'on va essayer de voir au cours de la séance, et puis plus largement hein, dans le programme, mais pas simplement dans une logique de concours externe, c'est aussi de travaux de recherche en cours, de travaux, puisque plusieurs chercheurs vont présenter leurs travaux aujourd'hui, soit anciens, soit nouveaux, mais dans une logique aussi de recherche en cours. Donc, c'est important de proposer une histoire du vécu parce que ça renvoie au perçu, ça renvoie aussi au senti, voire au ressenti. Et là, de ce point de vue-là, la logique de vivre nous invite à penser des expériences de vie, parfois de mort. En tout cas, pour la Seconde Guerre mondiale, ça donne sens de penser le communisme rural dans une expérience de mort, parce que n'oublions pas le rôle des maquis FTP, des gens qui ont été fusillés, des otages qui ont été récupérés par Vichy, les GMR ou bien sûr les Allemands. Et donc, bien sûr, ce n'est pas que le monde paysan hein, qui est vu ici, c'est l'ensemble des composantes du monde rural. On y reviendra dans plusieurs communications, à savoir les commerçants, les artisans, les professions libérales, les notables et souvent dans un vocabulaire les gros propriétaires, les notables traditionnels, les notables liés au foncier, les aristocrates fonciers, ces monsieurs, comme on pouvait dire à un moment donné. Donc, on va essayer de retrouver tous ces gens, mais aussi les ouvriers, les salariés, les employés des postes, des chemins de fer, ceux qui travaillent le long des cours d'eau ou encore les juges de paix, les notaires, les pharmaciens, les médecins, les gardes champêtres, sans oublier les fonctionnaires, instituteurs et institutrices, souvent pour les premiers secrétaires de mairie, les facteurs, bref, l'ensemble de la société rurale et ce qui fait la diversité de la société rurale est loin d'une vision qui ne serait que monosociale, celle autour de la paysannerie. Donc ce programme appelle à une histoire attentive de la vie quotidienne des ruraux, dans la vie privée, professionnelle et publique, avec et face à la société, l'administration et l'État englobant, rencontrant de fait le communisme rural. Donc 4 interventions, Julien Michy qui interviendra sur les militants ouvriers face aux notables, lutte municipale dans les bourgs ruraux des années 1900 aux années 1950. Et Julien vous livre en avant-première, j'en dis pas plus, hein, mais les travaux d'une recherche en cours qui va aboutir sur un ouvrage important et qui renvoie aussi aux petites villes, hein, parce que dans les campagnes, il y a aussi des petites villes. Il ne faut pas considérer opposer le monde urbain et le monde rural dans une conception agrarienne des choses. Une deuxième intervention sera celle de Cassandra Martin sur le tracteur, élément genré et ou de la lutte des classes. Et c'est important de penser l'arrivée du tracteur dans les campagnes et les modifications que cela implique.
mais aussi dans les registres d'action collective, dans les registres de la conflictualité, comment le tracteur peut être un élément, alors là on verra, genré ou de la lutte des classes, je laisserai Cassandra le faire. Et puis peut-être après, on aura Marion Boulespo sur le ciné-archive, je terminerai, comme ça ceux qui doivent prendre leur train pourront prendre leur train. Ciné-archive, et pourquoi avoir associé ciné-archive? J'ai dit une bêtise, non? Non, c'est que tu as dit peut-être. Non, oui, dans l'ordre, c'est dans l'ordre, pardon. Pardon, excuse-moi Marion, mais je change un peu l'ordre. Pour présenter Ciné-Archive, pourquoi? C'est présenter non seulement les ressources en ligne gratuites, comme le sont les archives aussi sur Pandore, à la MSH Dijon, de cette politique de démocratisation des archives et d'accès démocratique aux archives, de Ciné-Archive. Et pourquoi Ciné-Archive? Non seulement parce que ce sont les films liés au Parti communiste et à la culture communiste et au mouvement ouvrier, mais parce que pour la première fois à l'agrégation d'histoire, d'aucuns disaient que c'était un programme ringard de mettre les campagnes françaises, parce qu'on était en France, on n'allait pas au-delà de la France, avoir une conception hexagonale des choses, eh bien, on leur apprend qu'on est peut-être moins ringard que d'autres, parce que c'est la première fois qu'à l'agrégation d'histoire, on mettra le cinéma, on mettra des archives animées, c'est-à-dire tout simplement les ressources filmiques du XXe siècle pour l'oral en commentaire de documents. Et donc, ces documents qui vous seront présentés ici, bien sûr, pourraient être utilisés pour l'agrégation et plein d'autres, toutes les ressources de données qu'on a du côté de l'INA, mais qu'on a aussi du côté de Ciné-Archives. Et puis, je terminerai par un regard sur le communisme au village, c'est-à-dire par en bas complètement, de voir ce qu'est une cellule en milieu rural, comment elle se fonde, comment elle vit, et tout ce que ça peut vouloir dire. Donc voilà un petit peu la présentation générale du séminaire. Et ben, j'en ai terminé, donc je vais passer tout de suite la parole à Julien. Merci Jean, merci pour la présentation. Je suis ravi de présenter ma recherche ici. Donc, je vais intervenir donc, à partir d'une recherche qui porte sur les luttes pour le pouvoir municipal dans des bourgs, dans des petites villes qui se situent dans les campagnes françaises. Et donc, je me suis intéressé notamment à trois petites communes qui sont des petites communes de entre 3 000 et 5 000 habitants qui ont été marquées par l'industrie. On a une population ouvrière qui est largement majoritaire. Et dans ces communes, je travaille donc à partir de 1900 jusqu'à nos jours. Et là, je vais me concentrer sur la période de 1900 aux années 50. Et donc, c'est une approche qui vise à voir comment certains ouvriers peuvent exceptionnellement, dans certaines circonstances, accéder au pouvoir municipal dans leur commune. Et je croise en gros sociologie et histoire, avec une réflexion sur l'articulation entre la domination sociale que subissent les ouvriers et la domination politique qu'ils subissent dans l'espace municipal. Je vais d'abord vous présenter la démarche générale avant d'aller sur différents cas plus précis. Donc, le projet vise notamment à remettre en cause certaines idées reçues sur les campagnes. Donc, déjà, ce qu'a annoncé Jean donc, sur le fait que l'on confond trop souvent le rural et l'agricole, alors qu'en fait, les campagnes françaises ne sont pas que agricoles, elles sont surtout et avant tout ouvrières et industrielles, ceci dès la fin du 19e siècle, et notamment dans ces petites communes qui sont bien des communes rurales dans le sens où elles sont dans des environnements ruraux, tout en étant formées de manière principale par des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants. La deuxième idée reçue, c'est sur le fait que la ruralité serait forcément conservatrice. Or, on a toutes différentes traditions révolutionnaires au XIXe siècle qui montrent bien qu'il y a des idées progressistes dans ces territoires-là. Et moi, ce qui m'intéresse pour le XXe siècle, donc, c'est de montrer que dans ces territoires-là, il y a eu aussi des militants ouvriers, des représentants du monde ouvrier qui ont accédé au pouvoir municipal. Et la troisième idée, c'est souvent quand on parle de ruralité, on parle automatiquement de communauté rurale en mettant l'accent sur ce qui unit ces populations, avec l'idée que comme il y a une proximité géographique, il y aurait une proximité sociale ou politique, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant les clivages sociaux et politiques qui traversent ces territoires, puisque dès qu'on a une approche plutôt micro-historique ou micro-sociologique, très très vite, on voit qu'il y a des conflits sociaux importants, des différenciations. Donc, il faut casser l'idée de communauté. Et ça se voit notamment des élections municipales, puisque là, on voit bien que dans ces petites villes, c'est très conflictuel avec différentes listes. Donc, je mets l'accent sur les clivages sociaux et politiques dans ces petites communes,
en essayant de travailler donc, sur les mécanismes et essayer de voir comment il y a des mécanismes qui vont exclure la population ouvrière et parfois, exceptionnellement, quand même, des mécanismes et des processus qui permettent une promotion politique de certains ouvriers dans les conseils municipaux. Donc, je m'inscris dans une perspective d'histoire sociale du politique qui a été très peu adoptée pour les petites villes rurales au XXe siècle. Donc, c'est plutôt une démarche qui est développée pour le XIXe, un peu moins pour le XXe. Et sur le XXe, en fait, quand on s'intéresse aux campagnes, on va surtout s'intéresser au monde paysan, à la modernisation agricole. Et lorsqu'on s'intéresse comme moi plutôt au monde ouvrier, on va s'intéresser aux banlieues urbaines. Donc, le but, en gros, c'est de croiser l'histoire du mouvement ouvrier qui est souvent plutôt axé sur les territoires urbain avec une histoire sociale des campagnes qui, en général, s'intéresse plutôt au monde agricole. Donc, pour dire deux mots peut-être sur les bourgs, en fait, on est loin du profil des villages qui sont, où là, il n'y a que quelques centaines d'habitants, c'est très agricole. Dans les bourgs, on est dans un milieu beaucoup plus divers socialement. Il y a plusieurs milliers d'habitants et les agriculteurs sont assez rapidement minoritaires dans ces communes qui sont souvent situées sur les axes routiers, fluviaux ou ferroviaires. Et ce sont souvent des communes qui sont marquées par la seconde industrialisation et qui provoquent une forte ouvriérisation de leur population, une ouvriérisation qui est durable, puisque aujourd'hui encore, en fait, quand on fait différentes études sur la composition sociale des différentes communes, aujourd'hui, les communes les plus ouvrières en France sont ces petites communes. Et ça s'est même encore renforcé dans les dernières périodes. Donc on est vraiment sur les territoires qui sont les plus ouvriers, bien plus ouvriers que une ville comme Saint-Denis ou comme voilà, on a un imaginaire urbain du monde ouvrier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les départements où la population ouvrière est la plus nombreuse en proportion, donc c'est Mayenne, Vendée, donc on est sur des départements très ruraux et pas sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Et ça, c'est pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est un héritage qui date de la fin du XIXe siècle. Donc, je me suis surtout intéressé donc à trois villes qui se situent en Bourgogne. Donc, souvent, ces bourgs ouvriers, on les retrouve partout en France, un peu moins dans le sud et dans l'ouest, même si il y a aussi ce type de bourg, mais plus dans le centre et dans l'est de la France. Donc, il y a deux communes dans l'Yonne, donc Brinon et Saint-Florentin, et la troisième commune, Vénaré, Les Laumes et en Côte d'Or. Ce sont des communes qui sont assez similaires pour pouvoir être mises ensemble dans l'analyse, tout en étant différentes d'un point de vue social et politique pour que puisse avoir une approche comparative. Elles se sont développées autour de l'industrie, notamment parce qu'elles sont le long du canal de Bourgogne et le long de la voie ferrée du Paris-Lyon-Méditerranée. En gros, sur la période qui nous intéresse, elles ont entre 2000 et 5000 habitants. Et on est donc sur des communes où les ouvriers sont la catégorie la plus importante assez tôt. Donc, dans les recensements, c'est compliqué. Donc là, je vous ai mis celui de 46, où on voit que donc, les agriculteurs forment déjà un petit groupe et les ouvriers sont dans ces trois communes le groupe le plus représenté. Et donc, moi, je m'intéresse au rapport de cette population ouvrière à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, au pouvoir municipal, on trouve essentiellement donc, des notables issus de la bourgeoisie locale. Et donc, je m'intéresse à des cas de promotion, de conquête ouvrière du pouvoir municipal. C'est d'abord ce que je vais présenter. Et ensuite, aux logiques plus structurelles qui mettent à distance ces populations ouvrières. Donc, à chaque fois, je présente un cas de commune et un cas soit de promotion, soit d'exclusion des ouvriers. Donc, pour commencer, pour Brinon, donc Brinon sur Armançon, donc c'est cette commune là qui est dans l'Yonne. On est sur une commune donc très ouvrière. Vous voyez, 43% en 1946 et 18% d'agriculteurs. C'est là où il y a le plus d'agriculteurs. Mais vous voyez bien que c'est déjà en 46, donc une population surtout ouvrière. Et donc moi, je me suis intéressé au rapport des militants ouvriers avec le pouvoir local. Donc, où, on a d'abord, donc je ne vous ai pas mis le tableau mais, parce que j'ai mal préparé, mais donc on a des maires radicaux issus de la bourgeoisie. Et donc là, je vous les ai mis. Donc on a un maire, voilà, banquier, marchand de bois, directeur d'école, instituteur et médecin, surtout donc des radicaux. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les militants ouvriers vont s'approprier des enjeux municipaux. Au départ, il y a beaucoup de méfiance et même un rejet, c'est-à-dire qu'on va refuser le jeu électoral, donc pas que au niveau de l'élection des parlementaires au niveau national, mais aussi au niveau municipal. Il y a différentes
expression d'un rejet de la participation électorale. Et lorsqu'il y a des élus socialistes, il y a tout un travail pour les contrôler. Et donc, c'est notamment le cas avec un adjoint qui se revendique socialiste, mais qui n'est pas d'origine ouvrière et qui est donc élu en 1900. Et donc là, je vous ai mis un exemple donc, du travailleur socialiste, qui est l'organe fédéral du Parti socialiste, qui évoque donc cet embourgeoisement de l'adjoint socialiste au conseil municipal. Et donc, ça me permet de mettre en avant la surveillance ouvrière des élus, la méfiance du jeu politique, qu'on a souvent travaillé au niveau parlementaire avec le rejet des parlementaires. En fait, même dans ces toutes petites communes, donc là, on a 3000 habitants, même là, en fait, il y a une peur de la compromission, une lutte contre les trahisons. Donc, ce n'est pas qu'un anti-parlementarisme qu'on met souvent en avant. En fait, on le voit dès le niveau local, alors qu'on a une image du maire ou des élus locaux qui seraient plus proches de leur population. Là, on voit qu'il y a aussi un travail de surveillance. Donc, c'est une commune qui est surtout marquée par une sucrerie, donc qui est en photo, qui s'est implantée à la fin du 19e siècle. Il y a une laiterie aussi, et il y a le travail du bois avec des menuiseries, des scieries, tanneries. Donc, il y a une diversité d'un tissu industriel dès la fin du 19e siècle. Et donc, dans la succession de ces maires plutôt radicaux, donc à un moment, il y a Gustave Varenne qui est socialiste, mais entouré de radicaux. Il y a une anomalie, puisqu'André Gibault est un ouvrier menuisier la première fois qu'il est élu au Conseil, c'est en 1929. Et donc, moi, je vais vous présenter ce cas-là, qui émerge à un moment où de plus en plus les socialistes vont s'investir dans les élections. Donc, c'est peut-être voilà, sur les deux extraits que j'ai également eu, c'est qu'en gros, à partir des élections de 1912, pardon, les socialistes vont être plus unanimes dans le fait qu'il faut participer aux élections. Donc, c'est la citation que vous avez sur le fait qu'il faut participer, mais pour que les prolétaires soient représentés. Donc, c'est filles des docteurs, des notaires, des rentiers capitalistes et de tous ceux qui ne briguent la place de conseiller que pour faire figurer un titre sur leur carte de visite. Là, le but, c'est que les prolétaires soient représentés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un discours général ou abstrait. Ils sont effectivement face à un notaire, face à des rentiers capitalistes. Et donc, on n'est pas que sur une symbolique. On est vraiment sur une opposition entre des ouvriers et ces professions qui se retrouvent à la mairie. Mais il y a toujours quelques exemples de rejet du processus électoral. Et donc, c'est le bulletin de vote qui a été annoté. Donc là, ça date de 1925. Donc, on voit qu'en 25, c'est toujours pas encore évident, puisqu'on retrouve sur un bulletin l'écriture: le mouton ne choisit pas le boucher qui le tuera, mais l'électeur est tellement bête qu'il choisit celui qui le saignera. Donc, on a encore différentes marques de rejet, comme au début du siècle, du jeu municipal. Mais en général, les socialistes sont plutôt unanimes, donc ils ont perdu leur accent libertaire du début du siècle pour se présenter aux élections. Mais les ouvriers sont marginalisés, très peu accèdent au conseil municipal. Ils accèdent jamais au poste d'adjoint ou de maire, mais il y a une exception, donc André Gibault, qui est un ouvrier menuisier quand il rentre au conseil municipal. Donc l'énigme dans le premier chapitre du livre, c'est essayer de comprendre pourquoi on a quand même ce maire qui est élu, alors que c'est une exception. Après, il n'y en aura quasiment plus, et avant, il n'y en avait pas. Alors qu'il est ouvrier lorsqu'il est élu, sa mère est domestique, son père, comme son grand-père, est cultivateur. Il est né dans la commune d'où est originaire sa famille. Il est marié avec une couturière. Il a seulement le certificat d'études primaires, donc c'est une anomalie par rapport au maire qui le précède. Pour comprendre sa promotion municipale, à mon sens, il faut prendre en compte deux choses. D'abord, la conjoncture, parce qu'au fait, ce sont que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles que des ouvriers peuvent accéder au pouvoir. Donc, il y a vraiment un effet de conjoncture. Ce ne sont pas que des forces structurelles. Et le deuxième point, ce sont des forces structurelles qui travaillent cet individu, c'est-à-dire qu'il a une socialisation qui fait qu'il peut s'emparer du pouvoir par rapport à tout ce qu'il a appris et par rapport à son apprentissage. C'est dans la rencontre, dans la conjoncture et dans la socialisation personnelle que l'on peut comprendre cette accession au pouvoir municipal. Donc conjoncture, puisque c'est presque par accident qu'il devient maire, puisque c'est lors, donc vous voyez, c'est 1938, il n'y a pas d'élection générale en 1938, c'est en 1935 qu'il y a des élections générales, donc il est élu lors d'une élection complémentaire interne au Conseil pour élire un nouveau maire. Il n'est pas élu comme tête de liste en 1935. Sa promotion municipale, elle émerge dans une situation d'extrême instabilité du Conseil, puisqu'il y a eu différents décès, différentes démissions, une multitude d'élections
intermédiaires qui font que progressivement, le conseiller municipal de base qu'il était, qui est le plus mal élu de tous les conseillers municipaux en 29, en fait, il remonte dans la hiérarchie automatiquement, puisque les autres démissionnent. Donc en janvier 38, il se retrouve second adjoint, donc c'est la première fois qu'un adjoint ouvrier arrive à ce poste-là. Et en février, le maire et le premier adjoint démissionnent de leur mandat de maire et de premier adjoint, pas du conseil. Donc on va refaire des élections internes. Il est élu au troisième tour, alors qu'il a obtenu que 9 voix sur 21 au premier tour. Donc on voit bien que ce n'est pas une promotion qui serait automatique, facile. Il est très, très mal élu comme conseiller municipal, il est très mal élu comme maire. Il bénéficie donc de ces démissions et notamment d'un conflit qui oppose deux prétendants au poste de maire au sein du conseil, un qui est conseiller général et l'autre qui est conseiller d'arrondissement, puisque sous la Troisième République, le canton est représenté par deux figures. En fait, ça fait une division dans la notabilité. Vous avez deux personnes qui ont beaucoup plus de capitaux économiques, politiques, sociaux, qui entrent en concurrence avec leurs différents soutiens. Donc, l'assise des notables est divisée et le menuisier peut prendre la place en bénéficiant de cette division. Mais s'il est choisi par les autres, finalement, quand même au troisième tour, c'est parce qu'il y a des logiques individuelles qui ont permis le fait qu'ils se sentent autorisés à briguer le poste de maire. Donc, ce n'est pas juste une socialisation qui permet d'être maire, c'est une socialisation qui permet à se dire, bah, tiens, je me présente comme maire, c'est la base pour pouvoir être élu ensuite. Et donc, la principale raison, c'est qu'en fait, il a acquis un savoir-faire militant en tant que militant communiste, puisqu'en fait, quand il rentre au conseil municipal en 29, c'est en tant que militant communiste. Donc, il a eu toute une socialisation. Il a milité au sein de la cellule locale pendant une dizaine d'années, où il a acquis un savoir-faire militant et surtout il s'est épanoui dans un milieu où les ouvriers étaient valorisés. Donc il était trésorier de la cellule. La cellule était dirigée par un autre ouvrier menuisier. Donc il a acquis une confiance en soi. Il y a eu un travail sur l'autonomie ouvrière. Ça fait qu'il n'est pas que dans une situation de délégation et il peut donc tenir tête ou se présenter face à des notables. Donc il y a eu toute la construction d'une estime de soi qui est propre à contrecarrer le sentiment d'incompétence qui serait lié à ses origines. Généralement, si les ouvriers ne sont pas élus, c'est tout simplement parce qu'ils ne se présentent pas, parce qu'ils estiment qu'ils sont moins compétents que le notaire, que l'instituteur ou le médecin. Alors là, il y a eu un apprentissage dans la cellule et surtout dans le journal, donc dans le journal du travailleur socialiste, puisqu'il s'avère qu'il rédige de nombreux articles sur la commune. Il s'occupe notamment de la rubrique locale et différents articles sur l'électricité et sur des enjeux municipaux. En fait, il va avoir un apprentissage des thématiques de gestion de sa commune par son travail comme journaliste pour le journal. Donc il y a eu tout un apprentissage sur la thématique de l'éclairage public, de l'électricité, puisque c'est des thématiques qu'il défend dans le journal. Mais s'il est élu en 38, c'est qu'à ce moment-là, il est plus communiste. Et donc, comme vous le voyez, il se déclare donc comme socialiste indépendant, puisque son départ du Parti communiste, c'est ce qui rend possible son élection par les autres conseillers. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la mémoire locale a oublié cela, puisque donc André Gibault est une figure locale importante dans la mémoire, puisque c'est quelqu'un qui est maire, donc je ne vous l'ai pas dit, mais pendant une très longue période, puisqu'il est maire de 38 à 76. Donc pendant 38 ans, donc c'est la figure locale la plus importante. Et donc ce qui reste dans l'imaginaire, c'est l'artisan menuisier modeste qui accède au poste de maire dans l'entre-deux-guerres. Mais en fait, dans la mémoire locale et même chez les érudits locaux, on a oublié qu'en fait, il a eu un apprentissage politique en tant que communiste. Parce qu'effectivement, les gens savent qu'il était plutôt de gauche dans l'entre-deux-guerres et comme on le verra, il vient plutôt à droite ensuite, mais ils ont oublié que en fait, son apprentissage est d'abord un apprentissage au sein du Parti communiste. Donc, ce qui rend possible son élection, c'est qu'il n'est plus communiste. En même temps, c'est grâce au Parti communiste qu'il a acquis des savoir-faire. Ce qui rend possible son élection, c'est qu'il a eu une socialisation au travail municipal en tant que simple conseiller, puisqu'il rentre au conseil en 29, il est élu en 38. Donc, pendant 9 ans, il a participé au conseil municipal. C'est ce qui est nécessaire pour un ouvrier, parce que souvent on voit que les ouvriers ont besoin d'avoir eu un apprentissage au conseil, ce qui n'est pas le cas pour ses prédécesseurs. Donc Gustave Varenne et Dromini et Perron, c'est la même chose. En fait, ils sont élus au conseil, ils deviennent maires directement. En fait, on va élire un maire, même s'il n'a jamais été conseiller municipal. Pour un ouvrier, c'est plus difficile. Donc il y a cette socialisation.
Et un autre élément clé, c'est qu'il est franc-maçon. Donc, il s'avère qu'en 1936, il est initié dans une loge. Et donc là, il va fréquenter tout un milieu social différent par rapport à son milieu d'origine, fréquenter des militants socialistes, enseignants. Et c'est notamment, je pense, Gustave Varenne, qui est l'instituteur qui est élu en 29, en moment où lui, il entre au Conseil, qui doit avoir aussi une influence, donc à la fois dans son départ du Parti communiste et dans une socialisation dans des milieux sociaux divers. Ça lui donne une légitimité au sein de la notabilité locale, donc notamment l'apprentissage au sein du conseil municipal, l'apprentissage dans la loge maçonnique, mais pas auprès de la population, parce qu'en fait, il n'est pas élu par la population. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus mal élu en 29, c'est l'un des plus mal élus en 35. Et donc, c'est d'autres ressorts qui expliquent sa popularité du point de vue des habitants qui votent pour les élections municipales. Et donc là, c'est plutôt le fait qu'il est déjà installé au conseil, qu'il est présent lors de plusieurs scrutins. Là, ce qui joue beaucoup, c'est que c'est un enfant du pays, c'est un travailleur modeste, qu'il est très impliqué dans la Sentinelle, qui est l'institution centrale de fabrication d'une légitimité municipale. Donc, c'est une association sportive qui a un rôle très important. En gros, tous les maires et les premiers adjoints sont passés par cette association. Et lui, au fait, il milite dès qu'il est adolescent. Et surtout, c'est par son implication dans la résistance qu'il a une popularité très forte, puisqu'il participe à la résistance tout en restant maire. Il est arrêté par les forces allemandes en mai 1944 avec les autres commerçants industriels et adjoints de la commune. Donc c'est un événement qui est important pour la population et c'est un événement qui renforce son intégration à la notabilité locale, puisqu'en gros, ce sont tous les notables locaux qui sont arrêtés et emprisonnés pendant un mois par les Allemands. Donc la première fois qu'il se présente aux élections municipales comme tête de liste, c'est en 1945. Et donc là, c'est évident qu'il a une popularité très forte comme maire résistant, d'origine modeste, déjà élu depuis 1929. Et donc, il est tête de liste, une liste unique. Et dès 1947, il a face à lui une liste où il y a des socialistes et des communistes. Parce que là, c'est un autre processus qui est assez classique. Donc là, vous voyez bien, je vous présente un cas, mais en fait, c'est un cas qui est très illustratif de plein de processus. C'est que progressivement, cet ouvrier se retrouve notabilisé, orienté à droite, et face à lui, il a des socialistes et des communistes. En 29, lorsqu'il se présente, c'est au nom de l'autonomie ouvrière pour que les prolétaires aient leur mot à dire, et c'est au nom du prolétariat et de son autonomie qui se présente aux élections, et progressivement, il a face à lui des socialistes et des communistes. Et il s'intègre aux notabilités conservatrices. Il va s'allier donc avec les industriels et des commerçants locaux, tout en gardant donc une alliance avec des forces de gauche. Donc ça, c'est assez classique aussi. C'est qu'il peut être en lien avec quelques représentants de gauche qui sont intégrés à la municipalité grâce à son implication dans la résistance, grâce à son implication dans le combat laïque en tant que franc-maçon. Et donc là, c'est notamment une alliance avec quelqu'un qui va devenir conseiller municipal en 1953 et qui est directeur de ce qui va devenir collège. Donc on a une alliance avec un enseignant qui est socialiste, SFIO, qui va être intégré à la municipalité. Donc ça, c'est assez classique. Dans ces petites communes, vous avez toujours, souvent, des gens de la SFIO qui se retrouvent dans ces municipalités de centre droit. Donc vous avez le pilier culturel enseignant et le pilier industriel avec une alliance avec un militant de la CFTC qui travaille à la sucrerie, mais pas comme ouvrier, mais comme comptable. Donc là, c'est assez classique. Vous avez un représentant de la principale industrie locale, CFTC, CFDT ensuite, et MRP au niveau de politique. Donc vous avez voilà, un enseignant SFIO, un classe moyenne profession intermédiaire de l'usine MRP, et qui sont en lien avec cet ouvrier du menuisier qui est surtout entouré d'industriels, donc du notaire, de commerçants, et qui est de plus en plus à droite, notamment lorsqu'il est élu au Conseil général et à la fin de sa carrière, donc dans les années 60 et 70. Il a une vice-présidence du Conseil général de Lyon et il se dit gaulliste et il est allié à la majorité de droite du Conseil général. Donc on voit qu'il faut qu'il y ait des conditions exceptionnelles pour qu'un ouvrier puisse accéder au pouvoir municipal et qu'en même temps, la promotion municipale d'un ouvrier, ça amène souvent sa notabilisation, sa modération politique et son intégration à la notabilité locale. Donc ça, c'est le premier cas, qui est un cas de promotion municipale individuelle. Le deuxième cas, où je vais aller plus vite, c'est de montrer qu'il y a des cas aussi de promotion plus collective lorsqu'on est dans des configurations socio-spatiales différentes, puisqu'à Vénaré-les-Laumes, donc c'est la commune qui est en Côte d'Or,
Donc là, vous avez une industrialisation qui est différente et qui permet une accession plus collective des salariés au pouvoir municipal, puisque là, on a une industrialisation qui est plus brusque, alors que c'était plus continu pour Brinon, c'est brusque, et ça permet un développement démographique important et une centralité du monde ouvrier autour des cheminots, donc, puisque donc, c'est une commune qui va d'abord se développer autour des minoteries et des tuileries à partir du milieu du 19e siècle. Donc, c'est la photo du bas. Et ensuite, autour du monde cheminot, puisque donc, c'est une gare importante et vous avez un atelier important. Donc là, vous avez un monde ouvrier qui est plus homogène autour du groupe cheminot. Et donc, une conquête de la mairie par des salariés cheminots, souvent. À partir de 1925, vous avez une liste de la SFIO qui gagne les élections, alors qu'auparavant, vous aviez des négociants industriels, donc souvent c'est industriel des tuileries et des cimenteries qui dominent le pouvoir municipal. Ce que j'analyse, c'est que pour les ouvriers des tuileries et des cimenteries, en fait, l'accession au pouvoir municipal était quasiment impossible parce qu'ils sont pris dans des relations de domination personnalisées avec leurs patrons qui sont des notables locaux, alors que pour les cheminots, d'abord du PLM et ensuite de la SNCF, leurs patrons ne sont pas des figures locales impliquées au niveau municipal. Donc là, on a une élite ouvrière qui est à statut, qui a des conditions plus favorables pour militer, pour s'organiser dans leur coopérative, dans le syndicalisme. Et donc, vous avez une participation au pouvoir municipal qui est plus facile. Donc, en 25, vous avez en gros les cheminots qui gagnent la mairie. Donc là, c'est collectif. Mais ce que je montre, c'est que quand on creuse bien derrière, on voit que l'élément ouvrier, là aussi, il est quand même secondaire, puisque celui qui gagne les élections, c'est un comptable qui était à la tête de cette liste. Dès 29, il quitte la mairie, mais en réalité, il est secrétaire de mairie jusqu'à la libération. Et donc, en fait, il a un rôle politique très, très important. Donc, on a un non-ouvrier qui a un rôle politique très important. Et dès 36, vous avez un ancien employé qui est maire, et surtout en 38, c'est le directeur de la laiterie, donc qui est une autre usine importante qui est maire. SFIO toujours. Dans la laiterie où les syndicalismes n'arrivent pas à se structurer, où il y a une répression anti-syndicale très forte, donc là vous avez un maire SFIO qui dirige la principale usine alimentaire locale. Donc on voit que l'élément ouvrier est marginalisé derrière la conquête de la mairie par les socialistes, puisqu'on a quand même une forme de notabilité propre aux socialistes qui est différente de la notabilité des maires radicaux d'avant, mais qui est quand même est présente. C'est-à-dire qu'il faut une légitimité militante. On est bien face à des militants, mais en même temps, ils ont des compétences professionnelles, scolaires. Donc, le capital culturel joue beaucoup, des compétences professionnelles acquises notamment dans les coopératives, dans le syndicalisme et là dans la direction de la laiterie, et ça met de côté les militants ouvriers. Alors que le modèle de la notabilité chez les radicaux, on était plutôt sur une réussite économique, sur l'héritage du nom, donc c'est le cas de l'industriel, notamment Louis Landry, qui est maire pendant une période assez longue. Donc là, on a une nouvelle forme de notabilité qui a beau être en partie militante, elle met aussi à l'écart les militants ouvriers. Troisième et dernier cas que j'évoque, donc c'est le cas de la commune de Saint-Florentin. Donc là, on retourne dans l'Yonne, une commune qui est également très ouvrière, mais là où les militants du mouvement ouvrier n'ont jamais accédé au pouvoir municipal. Cette commune-là, je l'utilise surtout pour mettre en avant les processus qui permettent une monopolisation des mandats municipaux, une élite issue donc de la bourgeoisie agricole et industrielle, et pour montrer comment ce travail de sélection des candidats et des élus est un travail de cooptation au sein même d'un milieu social, et donc ça met de côté les ouvriers. Donc il y a une très forte ouvriérisation de la population, puisqu'on est sur une commune qui est très ouvrière, qui devient même la commune la plus ouvrière de ces trois communes, mais où les ouvriers n'accèdent jamais au pouvoir municipal. Donc j'ai fait un travail prosopographique, notamment sur tous les candidats et tous les élus depuis 1945. Donc c'est résumé dans ce tableau-là. Donc c'est pas que sur notre période-là, mais en gros, vous avez très peu d'ouvriers candidats. C'est en gros, je crois que c'est 17% de candidats qui sont ouvriers, alors que la moitié de la population est ouvrière. Donc beaucoup moins de candidats ouvriers par rapport à la population, beaucoup moins de candidats ouvriers élus. Donc la probabilité d'être élu pour les ouvriers est beaucoup plus faible que pour tous les autres groupes sociaux, alors que quand on a un dirigeant d'entreprise, il y a 79% de possibilité d'être élu. Et surtout, quand on regarde ceux qui sont maires et adjoints, vous voyez, vous avez zéro ouvrier.
Donc là, ce que je mets en avant, c'est qu'on est aussi sur une classe ouvrière qui est assez divisée, puisqu'il y a différentes usines. Il y a moins cette centralité d'un groupe ouvrier dominant comme pour les cheminots. Là, vous avez notamment des ouvrières qui travaillent dans une usine de bonbons qui s'implante dans les années 20 et des ouvriers qui travaillent dans les établissements Gaillard, qui sont, donc c'est une usine de traitement du bois et de fabrication de poteaux. Et donc, je vous les ai mis en exemple parce que c'est des usines qui existent encore aujourd'hui. Donc, ils sont implantés dans les années 20 et qui existent encore aujourd'hui. Ce qui joue aussi, c'est le fait qu'on est sur une population ouvrière d'origine agricole, très fortement, et aussi d'origine étrangère. C'est-à-dire que dès les années 20-30, pour les établissements Gaillard, vous avez énormément de personnes qui viennent des pays d'Europe de l'Est et du Sud. Et ensuite, vous avez énormément de personnes qui viennent d'Afrique du Nord. Donc ça, c'est une barrière supplémentaire à l'engagement. Donc diversité du tissu industriel, jeunesse du peuplement ouvrier, proximité avec le monde agricole du monde ouvrier, origine étrangère. Donc il y a bien des sociabilités ouvrières, et notamment dans les cités des établissements Gaillard, mais la sociabilité ouvrière, elle ne se prolonge pas au niveau municipal, alors que pour les cheminots, il y avait un prolongement au niveau municipal. Donc c'est du côté de l'élite locale qu'il faut aller pour comprendre cette mainmise du pouvoir municipal. Ce que je mets en avant, c'est que souvent en sociologie, on estime qu'il y a surtout une auto-exclusion des ouvriers de la scène municipale. C'est parce qu'ils n'ont pas des sentiments, ils ont un sentiment d'incompétence politique, ils vont se remettre à d'autres et être dans la délégation. Moi, ce que j'essaye de travailler, c'est le travail qui est opéré par l'élite sociale locale pour tenir à distance. C'est pas automatique. En fait, il y a un travail de cooptation et de marginalisation. Et on le voit puisque ces dirigeants sont liés entre eux et vous avez en gros une bourgeoisie agricole qui se renouvelle en s'alliant avec une bourgeoisie industrielle. Il n'y a pas de coupure entre le monde agricole et le monde industriel, mais vous avez en fait une bourgeoisie industrielle, entrepreneuriale d'origine agricole. Et c'est symbolisé par tout un ensemble de personnages, mais notamment donc, par Louis Dubost, donc, qui est le principal maire de cette commune, donc, qui est élu dans les années 30 et qui est élu maire en 1952 et qui est issu d'une famille de cultivateurs du bourg qui sont expropriés de leurs terres. En échange, ils peuvent exploiter une pompe à service dans le bourg avec un petit service à un magasin, et donc il va développer le commerce de matériel électrique, et ça va devenir donc les établissements du Boss que vous voyez sur la droite, qui sont une des principales entreprises locales dans les années 50 et qui compte jusqu'à 300 salariés. Donc vous avez bien une bourgeoisie industrielle qui se développe en ayant des origines agricoles et qui va s'allier avec des personnes qui viennent donc c'est également donc les établissements Gaillard. On n'est pas sur une entreprise qui est locale, puisque en fait c'est une entreprise qui vient du sud de la France et qui envoie donc des dirigeants diriger l'usine locale. Ces dirigeants s'insèrent très fortement dans la vie locale et accèdent directement au pouvoir municipal. Et donc vous avez un lien entre donc une bourgeoisie autochtone, si on veut, et ces industriels qui s'implantent, et ça montre bien que l'autochtonie, donc le fait d'être du coin, c'est très secondaire pour l'accession au pouvoir municipal. Donc moi, je m'inscris en faux sur les images qu'on a souvent en disant qu'en fait, il faut être du coin pour être élu. C'est important. En fait, c'est important pour les ouvriers et pour les femmes. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Mais en fait, pour ceux qui ont déjà des capitaux économiques, c'est très secondaire. Le principal, en fait, c'est le prestige lié à la profession et le capital économique. Donc ces personnes arrivent dans la commune et 2 ou 3 ans après, ils accèdent directement à des postes importants dans la mairie. Donc là, je vous ai mis comme exemple, donc c'est le bulletin municipal. Donc c'est un peu décalé par rapport à notre période puisqu'on est en 63, mais c'est intéressant puisqu'on a le maire, donc Louis Dubost. Et tout ce que vous voyez sur cette diapo, c'est des extraits du même bulletin municipal. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le bulletin, ces personnes, ils apparaissent plus en tant qu'industriels presque qu'en tant qu'élus. Et donc, il y a plein de pages sur leur entreprise. Et donc, Robert Gourmand, donc, vous voyez, donc c'est une tuilerie briqueterie. Son père était déjà au conseil municipal dans l'entre-deux-guerres et son grand-père était cultivateur. Donc, on est sur ce renouvellement d'une élite qui devient industrielle et dont les enfants et petits-enfants héritent
de l'entreprise et du siège au conseil municipal. Donc, c'est quasiment automatique. Donc, c'est la même chose pour Louis Dubos. Donc, son fils va hériter d'une partie de l'entreprise. Il sera élu dans les années 70 et il sera adjoint dans les années 90. Donc, vous avez plusieurs générations d'industriels qui héritent de positions économiques et de positions municipales. Lucien Berlot, donc vous voyez, c'est de la minoterie. Joseph Saboul, c'est le directeur des établissements Gaillard dans les années 50. Et donc, ce sont des personnes qui sont surtout connues pour être en fait, des industriels locaux. Donc, on a un entre-soi bourgeois et masculin au sein du conseil municipal. Donc, peut-être que dans la discussion, on reviendra sur la marginalisation des femmes. Mais en gros, pour dire que les femmes, elles sont évacuées du conseil municipal. Donc, il y a quelques femmes à la libération. Après, il faut attendre les années 80. Et pour elles, en fait, il faut de l'autochtonie, un engagement associatif très fort, alors que pour ces industriels, il n'y a pas besoin d'avoir un engagement associatif fort. Le point important pour comprendre cette mainmise des industriels, c'est en fait, c'est le groupe intermédiaire de ceux qui sont artisans commerçants. En gros, c'est la commune où la petite bourgeoisie artisanale et commerçante est la plus importante et il joue un rôle intermédiaire. Parce qu'en soi, ce groupe industriel, il est assez minoritaire, mais il s'appuie sur un tissu d'artisans et de commerçants qui sont très représentés au conseil municipal. Ce sont surtout eux que l'on voit au conseil municipal, sauf qu'ils laissent les postes de premier adjoint et de maire aux gros industriels. Et donc, ces artisans et commerçants ont un rôle très important pour les campagnes électorales et pour assurer donc une légitimité locale et municipale à ces industriels. Et donc, je mets en avant, donc là, je ne le développe pas, mais au fait, il y a un patronage qui est à la fois municipal et industriel, puisque pour les familles ouvrières dans la commune, ils ont face à eux des patrons, mais des élus, et souvent, c'est assez mélangé. C'est-à-dire que pour obtenir un emploi, on va à la mairie. Pour recruter un ouvrier, par exemple, Louis Dubos, pour recruter des ouvriers, il va mettre en avant leurs compétences musicales parce qu'il développe une harmonie municipale. Donc, en fait, ça va être sur des critères de développement communal de l'harmonie municipale que des ouvriers sont embauchés. Et pour Vénaré et Lelum, je l'avais montré pour les qualités sportives ou pour être embauché à l'atelier de Vénaré, le plus important, c'était des compétences sportives puisque le patron de l'atelier qui était élu à la mairie voulait développer un club sportif local très important. Donc il y a un mélange entre développement de leur entreprise et développement de la municipalité. Et pour les ouvriers, ils ont face à eux à la fois des patrons et des maires. Et donc vous comprenez bien que se présenter aux élections municipales dans ces conditions-là, c'est très difficile, à moins d'être dans des groupes relativement protégés comme les cheminots. Pour les ouvriers de Louis Dubos, il n'y a aucun candidat lors de ces différentes élections et c'est impossible parce qu'ils seraient automatiquement réprimés dans leur entreprise. Donc il y a un mélange entre domination municipale et domination entrepreneuriale, pour faire simple. Et pour conclure, donc, je voudrais juste mettre en avant deux idées donc, qui ressortent de mon travail. C'est qu'en général, on a tendance à mettre en avant la figure du maire qui serait proche de sa population, qui aurait moins de distance entre le maire et ses habitants, parce que c'est un mandat de proximité, contrairement à d'autres types de mandats, et que c'est surtout vrai cette proximité dans ces petites communes où il y a une interconnaissance forte. Donc moi, ce que je mets en avant, c'est qu'en fait, les rapports de classe, ils existent toujours, et c'est pas parce qu'il y a une proximité géographique, et c'est pas parce que on est sur des petites communes que ces rapports de classe n'existent pas. Autre idée, l'accès au pouvoir municipal est plus facile normalement dans ces communes puisqu'on n'a pas besoin d'être des professionnels de la politique. En fait, on peut être élu sans être des professionnels, donc c'est ouvert à des profanes. Donc souvent, en sciences politiques, on va dire voilà, que le champ politique, là, il est inséré dans la vie sociale locale. Ça veut dire que les non-professionnels de la vie politique, des profanes, peuvent faire de la politique, certes, mais en fait, ce qui prime, ce sont des capitaux économiques. Et donc, en fait, ça fait quand même une fermeture. Donc, ce n'est pas parce que ces postes de maire sont accessibles à des personnes qui ne font pas de politique que ça met en avant une ouverture sociale forte. C'est même l'inverse. Et aujourd'hui, Saint-Florentin est dirigé par le PDG d'un immense groupe industriel. On a probablement donc la personne la plus riche de la commune qui dirige la municipalité. Pour Vénaré et Lelum, on a probablement la personne la plus diplômée de la commune, puisque c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po Grenoble et le Collège européen de Bruges, qui est maire aujourd'hui de cette commune. Donc on a des profils très spécifiques qui dirigent ces communes. Et dans l'imaginaire, on a petite commune, proximité, démocratie participative. On voit bien que là, il y a des rapports de domination fortes. Et pour terminer, on voit bien que les sphères professionnelles et municipales, elles s'entremêlent. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, souvent prendre en compte
le travail, la profession quand on est sur ces territoires-là et pas que la résidence. Souvent, quand on est sur les campagnes, on est beaucoup sur la résidence. C'est-à-dire que les ruraux sont qualifiés par leur ancrage local, par le fait qu'ils habitent là. Or, ce sont aussi des travailleurs ou des patrons et on a intérêt à réinsérer la scène professionnelle lorsqu'on envisage ces habitants des campagnes. Merci Julien, merci beaucoup. Alors la question dans la salle, hein, je la répète pour euh, le Zoom, hein, et ceux qui nous suivent en visio, c'est, si j'ai bien compris ça, est-ce que la hiérarchisation acceptée dans le village, et entre autres à Saint-Flour, participe en fin de compte de la promotion sociale ou de l'idéal d'une possibilité de promotion sociale en acceptant cette hiérarchie liée à l'idéal de la Terre? Est-ce qu'il y en a dans le... Si, il y en a une, oui. Oui. À un moment, tu évoques qu'il n'y a pas de coupure entre la bourgeoisie agricole et la bourgeoisie terrienne. Tu cites l'exemple là de pompe à essence. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu? Est-ce que il n'y a pas de coupure du fait de la propriété de la terre? Enfin voilà, cette articulation-là, si c'est possible d'approfondir. Pouvez-vous revenir plus en détail sur des mécanismes de cooptation des élites, marginalisation des ouvriers pour les fonctions de maire? Cette question-là. Et puis l'autre, Julien, super bon. As-tu pu observer des oppositions au sein de la paysannerie dans ces communes avec d'éventuelles alliances entre certains agriculteurs et les prolétaires et leur organisation? Voilà les deux questions qu'on a en direct. C'est qui les 100? Tu sais, dans ton truc, le tableau avec les professions. Les 100. Les 100. Ah bah, c'est parce qu'il n'y a pas de profession. C'est des femmes, généralement. Donc, généralement, je les ai remises quand j'ai pu trouver quand même en réalité leur profession. Parce que et malheureusement, les femmes par exemple, d'agriculteurs, elles vont se mettre sans profession alors qu'elles sont agricultrices. Et dans la période contemporaine, il y a des sans-emploi. Parce que comme on est jusqu'à aujourd'hui, C'est pas les retraités ou les rentiers. non, les retraités, je les ai classés par rapport à leur profession d'origine. Et enfin, la dernière question sur le chat, et puis après, tu répondras à tout. Il faut que je note. Merci pour votre présentation. Qu'en est-il de la participation? Est-il possible de suivre les listes d'émargement? Le cas échéant, quelle mobilisation, dans quel cas? Voilà. Sur l'idéal de la Terre, si on reste sur la période qui était la période annoncée, donc 1900-1950, je pense qu'il ne faut pas imaginer que parce que ça serait plus agricole et plus lié à la Terre, que ça serait plus unanime et homogène, puisque bon, si on reste sur Saint-Florentin, les forces de gauche sont plus importantes en dehors du bourg. Et donc, en fait, c'est dans les milieux agricoles qu'il y a une conflictualité plus importante et les leaders socialistes du canton font de meilleurs scores dans les villages. Donc, voilà, c'est plutôt le bourg à cause de en lien avec ses artisans et ses commerçants qui est modéré, alors que dans les campagnes, il y a une conflictualité forte. Et donc, l'idéal de la Terre joue peu parce qu'en fait, c'est déjà très, très conflictuel. Et la SFIO est assez importante dans les années 50 dans le canton de Saint-Florentin. Elle est surtout animée par des éleveurs et des cultivateurs. Je pense voilà, que l'idéal de la Terre, il fonctionne peu puisqu'il n'y a pas un idéal unanime par rapport à ça, parce qu'il y a une conflictualité salarié-propriétaire. Ce qui joue peut-être, c'est les réseaux de la paroisse, où ces ouvriers d'origine agricole sont plus liés à la paroisse. Mais ça marche que jusque dans les années 60, puisque dès les années 60, moi, ce que je vois, c'est qu'on aurait tort de penser que la paroisse donne une orientation automatique, puisque là, notamment pour Saint-Florentin, mais c'est le cas pour d'autres communes, la paroisse est un lieu où se renouvellent les forces de gauche. Donc, vous avez énormément, je l'ai évoqué pour le MRP, mais c'est surtout très important dans les années 60 et même donc, en 68 les réseaux liés à la paroisse ont un rôle important et à Saint-Florentin, la paroisse va plus alimenter la liste de gauche en 71 et 77 encore que la liste de droite. Mais en tout cas, dans les années 50 et en général, voilà, peut-être que c'est même sûr, c'est que les ouvriers d'origine agricole sont plus liés au réseau religieux qui, en général, orientent à droite, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, ce qui joue beaucoup, c'est qu'en fait, on est dans une situation de domination personnalisée pour ces ouvriers, parce qu'au fait, ils sont face à leur employeur, et plus on est sur des petites structures, plus on a besoin d'accords interpersonnels pour avoir une promotion dans l'entreprise et pour trouver un emploi.
Et c'est pour ça que bon, les cas de répression, donc c'est assez courant. Donc je l'évoque notamment pour vénérer les Lômes, où les cheminots arrivent à accéder au pouvoir municipal. Ils ont de la répression dans leur entreprise, mais comme c'est une corporation assez structurée, ils résistent et ils restent au conseil. Alors que ceux qui sont issus notamment de l'artisanat, donc j'évoque notamment le cas d'un ouvrier plombier qui est élu, il est licencié très rapidement par son patron, qui est vexé de lui ne pas avoir été coopté pour faire partie de la liste aux élections municipales. Donc pour un artisan, pour un petit patron, avoir son ouvrier élu à la mairie, c'est comme s'il y avait une inversion des rapports de domination et donc ça, c'est vécu très difficilement. Donc moi, je mettrais plutôt en avant le type de relation personnalisée de domination pour ces ouvriers dans ces territoires-là. Et l'origine agricole, voilà, elle joue faiblement, sauf par la paroisse. Quand je dis pas de coupure, c'est plutôt qu'en fait, on a une reproduction des élites agricoles par intégration au monde industriel. Donc ça se joue tout simplement parce qu'il y a une mobilité de gros agriculteurs qui vont devenir industriels dans les industries agroalimentaires ou qui vont monter leur boîte parce qu'ils ont des savoir-faire, des capitaux, et on est sur les mêmes familles. En fait, c'est une reproduction d'une bourgeoisie locale qui est d'abord, donc c'est les mêmes noms, Dubos, c'est d'abord une famille agricole, et au fait, après, c'est une famille industrielle. Pour le maire aujourd'hui de Saint-Florentin, Yves Deslaux, qui est un grand industriel, son père était cultivateur. Donc c'est plutôt dans le sens là qu'on a une mobilité entre les milieux agricoles et les milieux industriels. Alors qu'on pourrait imaginer qu'on est sur des élites différentes, en fait, on est plutôt sur une reproduction. C'est pour ça que dans les mondes agricoles, on a intérêt à travailler sur la hiérarchie sociale interne. Et c'est pas une classe, et on est vraiment, voilà. Et donc sur les salariés agricoles, ils sont complètement mis de côté. Donc ils sont très nombreux à Brinon parce qu'il y a, il y a des il y a la sucrerie, donc il travaille dans les betteraves et il travaille aussi à l'usine. Et donc, par exemple, pour André Gibault, qui est maire, j'ai dit fils de cultivateur, donc j'ai pas la preuve, mais vu que son grand-père était cultivateur et que son père était cultivateur et qu'il met cultivateur dans le recensement de la population, il est probablement propriétaire. Et donc, il y a une élite agricole issue, quand on dit cultivateur, généralement, c'est plutôt qu'on est propriétaire. Donc, on a une reproduction très, très forte de ce côté-là. Et ça me fait aller donc aussi sur Jean-Louis en ligne qui posait la question sur l'alliance avec le monde agricole et paysan. En fait, moi, je le vois très fortement dans les années jusqu'aux années 50, où les forces de gauche sont aussi représentées par des indépendants et des propriétaires agricoles. Donc, il y a une alliance avec le monde paysan, mais du côté des fractions qui sont propriétaires. Et donc, le principal leader socialiste à Saint-Florentin, à la Libération. Donc, vous en avez deux. Donc, il y a une personne qui est éleveur et qui est conseiller général, qui est SFIO. Donc là, on a un ancrage fort du côté agricole. Et le deuxième, c'est le directeur de l'industrie de bonbons qui vous avez dans la commune. Donc là, vous voyez que vous avez aussi un leader SFIO qui dirige une des principales entreprises locales, comme pour Vénaré. Mais donc, il y a une alliance forte du côté des indépendants agricoles. Et ce que je mets en avant, c'est qu'on aurait tort de penser que la gauche est que du côté des salariés, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est assez récent. Et jusque dans les années 50-60, vous avez énormément d'indépendants, donc artisans, commerçants, donc beaucoup plus artisans que commerçants, mais vous avez aussi des commerçants, éleveurs, agriculteurs, et vous avez les Poujadis qui sont présents sur la liste de gauche à Saint-Florentin, et c'est que depuis les années 60 où il y a un renforcement du monde salarié. Mais même chez les communistes, je le montre pour vénérer les Lômes, dans les années 30, il y a quelques élus communistes qui s'allient avec la SFIO, il y a quelqu'un qui est cafetier, il y a quelqu'un qui se présente comme commerçant. Donc, le monde indépendant n'était pas automatiquement à droite. C'est quelque chose qui est récent et qui date des années 60. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, on fait une séparation trop forte en disant bah, c'est évident que ces groupes-là sont à droite, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est construit dans les années 60 et 70. Sur la participation électorale, donc moi j'ai assez peu travaillé sur les pratiques électorales, mais ce que je mets quand même en avant, c'est que à partir des années 60 et 70, plus les quartiers, donc parce qu'on peut distinguer différents quartiers dans ces bourgs, plus les quartiers sont populaires, moins il va y avoir de votes.
Et c'est très important pour la marginalisation des forces de gauche, puisqu'en gros, à Saint-Florentin, vous avez une cité avec d'immenses immeubles qui va être construite dans les années 60. Donc, cité classique avec immigration, une population très défavorisée. Donc, la plupart n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont étrangers. Et ensuite, leurs enfants ont le droit de vote, mais c'est des lieux où l'on vote peu. Et ce que je montre, c'est aussi que cette participation électorale, elle est devenue même faible pour les élections municipales, alors que ça a toujours été beaucoup plus fort pour les élections locales. Donc ça, c'est vraiment traditionnel. On vote toujours plus aux élections municipales et on vote toujours plus dans les petites communes. Or, depuis les années 90, dans ces petites communes, on va de moins en moins voter aux élections municipales. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une défiance qui commence à apparaître vis-à-vis des élus locaux et qu'on peut voir aussi par le vote RN qui est devenu largement majoritaire dans ces communes, alors même que ces communes n'ont pas d'élus RN au niveau municipal. Donc vous avez des personnes qui sont élues dans les municipalités, qui sont de moins en moins largement élues par leur population puisqu'ils se déplacent moins pour les élections locales, une population qui vote pour le RN alors que le RN n'est pas présent localement. Donc il commence non seulement à y avoir une distance de classe, comme je l'ai évoqué précédemment, mais en plus maintenant vous avez une distance politique, puisque l'expression politique majoritaire dans ces communes, progressivement, c'est plus l'étiquette de leurs élus. Alors qu'auparavant, il y avait au moins un lien. C'est-à-dire que ces communes étaient plutôt centre-gauche ou centre-droit. Et pour terminer, donc il y avait la question aussi sur les mécanismes sur l'exclusion. Parce que ce que je mets en avant, c'est qu'en général, en fait, ça repose sur une cooptation, puisque ceux qui sont, en fait, tous se jouent lors de la constitution de la liste pour les élections. Donc, c'est lorsque les élections ont lieu, tout s'est déjà passé. Ce qui est important, c'est à la base. Et en fait, on se rend compte que ceux qui sont, donc là, c'est à la fois archives et enquête locale, ceux qui sont sollicités pour participer aux élections, en fait, ils sont déjà en lien et déjà connus par ceux qui sont à la mairie. On n'est plus sur une cooptation. En fait, c'est-à-dire que l'élection, elle valide juste une cooptation qui est faite par ceux qui sont élus. Donc, en gros, on connaît déjà les élus parce qu'en fait, c'est la famille. En fait, c'est pour ça que le fils remplace le père dans la municipalité. On connaît l'élu parce que on est artisan et on travaille avec l'industriel. Donc, en fait, il y a des liens sociaux qui sont déjà structurés au niveau local et ceux qu'on recrute ont déjà une reconnaissance. Ils vont être élus à la mairie, ça va renforcer leur reconnaissance, mais ils ont déjà une reconnaissance pour pouvoir être sélectionnés pour être candidat. Donc, pour les périodes récentes, moi, je travaille avec ces candidats pour savoir comment ils ont été sollicités. Donc, à chaque fois, ils disent qu'ils connaissaient déjà la personne qui est venue les solliciter. Et souvent, c'est là qu'apparaissent ceux qui sont artisans et commerçants, qui ont un rôle très important parce qu'ils ont une surface de contact très forte avec la population parce qu'ils sont artisans commerçants, donc en fait ils vendent et ils sont en lien avec la population, à la fois avec les élus et la population. Donc c'est un groupe qui est intéressant parce qu'en fait ils ont peu d'insertion associative et militante. Eux, ils n'ont pas besoin de militer ou d'être dans différentes associations parce qu'ils sont déjà par leur profession en lien avec. Donc on pourrait imaginer qu'ils sont peu inscrits localement alors que leur profession les inscrivent très fortement dans le lien. Donc c'est pour ça que c'est plutôt une cooptation qu'une élection, et la cooptation passe par ces fractions intermédiaires, et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre ensemble le social et le politique. Ces artisans et commerçants, ce sont les fractions intermédiaires entre la bourgeoisie et les classes populaires, donc fractions intermédiaires d'un point de vue social, et ce sont les fractions intermédiaires politiques, puisqu'on les retrouve comme adjoints au service des industriels et en lien avec les classes populaires qui votent. Parfait, merci. On va passer à l'intervention suivante parce qu'il faut qu'on fasse attention quand même au temps, sinon tout le monde n'aura pas son train. Alors, il y avait une question dans le chat pendant qu'on s'installe. Peut-être que tu peux y répondre rapidement. Est-ce qu'il y a une question d'âge qui se pose, le rôle des retraités dans les associations, mais sur la période étudiée entre 1900 et la fin des années 70, l'âge des retraites était quand même plus élastique encore qu'aujourd'hui, me semble-t-il, mais c'est une autre histoire. Vas-y. Juste peut-être sur l'âge, dire qu'avant, pour les industriels, ils travaillaient leur capital politique et économique ensemble, c'est-à-dire qu'ils rentrent au conseil municipal alors qu'ils sont relativement jeunes comme industriels, alors qu'aujourd'hui, au fait, c'est des industriels qui sont plutôt à la retraite, qui ont déjà eu toute leur carrière économique. Donc, à Saint-Florentin, vous avez un industriel qui est devenu maire, mais c'est au moment où il quitte son entreprise. Donc, vous avez une désarticulation
entre capital économique et capital politique. Avant, ça s'enrichissait mutuellement. On avait besoin d'être à la mairie pour fructifier son capital économique, pour intervenir sur la voirie, sur l'infrastructure, alors qu'aujourd'hui, le politique vient après, à la fin de leur parcours. Et ça répond en fait aux transformations de la bourgeoisie économique qui est beaucoup moins ancrée localement, c'est plutôt construit au niveau national et international. Voilà, pour répondre très brièvement. Après Julien Michy, Cassandra Martin, jeune professeur agrégé, donc c'est bien aussi, hein, ça permet de montrer pour les jeunes qui passent l'agrégation que c'est possible, même en province. Hein, ce n'est pas quelque chose de réservé aux logiques particulières de reproduction sociale dont nous parlait tout à l'heure Julien Michy. À juste titre. Donc, Cassandra va présenter un travail qu'elle a mené ici depuis de nombreuses années et puis qu'elle va peut-être, j'espère, un jour continuer sur le tracteur, élément genré et ou de la lutte des classes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et puis pour la présentation. Comme ça a déjà été dit, je vais pour ma part évoquer cette thématique du tracteur comme élément genré et ou de la lutte des classes. Autrement dit, donc comment le tracteur a été utilisé par les agriculteurs pour revaloriser leur profession, leur identité, et comment il a trouvé aussi sa place dans le répertoire d'action des agriculteurs en lutte. Mais on verra aussi comment, parallèlement, il s'agit d'un élément valorisant genré, associé à la masculinité, ce qui pose des questions sur la place du travail féminin agricole à l'heure de la modernisation et sur les moyens d'action des agricultrices pour faire progresser leur cause. Donc, on entend le concept de lutte des classes dans une conception assez large ici, celle de la lutte de groupes dominés pour améliorer leur situation sociale, économique et culturelle. Moi, c'est surtout ce dernier point qui m'intéresse le plus, donc dans le sens d'une lutte ou en tout cas d'un combat, dans le sens d'une revalorisation de l'identité des paysans, dans toute leur diversité bien sûr, de leur image, leur identité et notamment auprès des autres groupes sociaux. Pour étudier cette thématique, donc on va se focaliser sur les années dites des 30 Glorieuses, avec toutes les nuances historiographiques, bien sûr, qu'on peut accorder à ce terme. Donc, dans tous les cas, des années d'accélération du processus de modernisation agricole, faisant advenir le productivisme en agriculture. Un élément clé de cette dynamique, donc vous l'avez devant les yeux, c'est l'importante diffusion des tracteurs dans les exploitations agricoles françaises. Donc, on voit dans le graphique que ce processus, il s'obtient davantage, il s'accélère surtout dans la deuxième moitié des années 50 et dans les années 60, avant un certain tassement de la demande au tournant à peu près donc, de l'année 1970. Pour donner des chiffres un petit peu plus parlants, donc en 1955, on estime que 30% des exploitations françaises sont équipées. En 1970, elles sont 60% et 76% en 1979, avec là aussi de fortes différences régionales. Les historiens ont avancé plusieurs raisons qui expliquent le triomphe de cette tractorisation, mais toutes s'adossent à un même récit, celui du triomphe de la modernité. Donc, c'est l'époque de la large diffusion d'un discours dévalorisant contre les paysans, qui sont décrits en être routiniers, condamnant l'économie nationale à cause de leur méthode de travail décrite comme archaïque. À l'inverse, l'adoption du productivisme en agriculture est presque vantée comme un devoir envers la nation, et donc la force avec laquelle s'exprime cette idée, sur le micro, laisse peu de place aux critiques et aux alternatives. La figure valorisée, donc pour faire très simple, c'est celle du jeune agriculteur au volant de son tracteur, et notamment donc, ce qu'on perçoit dans les discours et dans également l'utilisation de la machine, c'est que la puissance du tracteur, elle va directement être associée à celle de l'homme agriculteur, donc dans un processus presque de co-construction des qualités de la machine et de celle de l'agriculteur. Donc, quoi qu'il en soit, ce discours à double tranchant, il met plus spécifiquement en crise la construction de genre des agriculteurs, donc leur masculinité. Celles-ci sont manipulées plus ou moins consciemment afin de transformer les structures agricoles nationales. Et se construit donc à l'inverse une forte incompatibilité entre féminité et conduite du tracteur. Les agricultrices sont donc dans un premier temps exclues de cette possibilité de revalorisation de leur identité, par la technique notamment. Néanmoins, donc, les syndicats paysans sont conscients de cette mutation représentationnelle du paysan à l'agriculteur, et donc ils comprennent le potentiel médiatique
et protestataire des tracteurs, non sans quelques contradictions, parce qu'il peut paraître un petit peu paradoxal que ces machines qui incarnent peut-être plus que n'importe quel outil l'adoption du productivisme en agriculture soient justement utilisées pour critiquer et condamner les dérives de cette orientation économique. Les syndicats agricoles, donc en fonction de leur orientation, se saisissent évidemment différemment de l'outil tracteur, de son potentiel médiatique, spectaculaire, voire dévastateur. Donc on reviendra là-dessus. Néanmoins, donc une chose est claire, plus les tracteurs se diffusent dans les exploitations françaises, donc principalement dans les années 60, plus on les retrouve également dans les rues pour protester contre la politique gouvernementale, le marché commun, de plus en plus également contre les intermédiaires agro-industriels et aussi donc contre des adversaires internes à la profession, ceux qu'on appelle les cumulards, donc des personnes qui cumulent terre et profession, ce qui s'opère donc au détriment des paysans locaux. Je développerai un petit peu plus tard. Les femmes sont fortement invisibilisées dans ces manifestations à tracteurs. Elles doivent utiliser d'autres moyens d'action pour faire entendre leur voix, à l'heure d'une certaine dévalorisation du travail agricole féminin, qui se traduit notamment par une accélération de l'exode rural féminin à cette époque. On verra donc que le tracteur est un outil masculin au service d'une revalorisation identitaire de la classe paysanne, et qu'il est également rapidement et efficacement mobilisé dans le répertoire d'action des agriculteurs et non pas dans celui des agricultrices, qui doivent donc trouver d'autres moyens d'action pour faire progresser leur cause. Donc on se questionnera d'abord sur les mutations représentationnelles qui font du tracteur un outil au service de la revalorisation de la classe paysanne, tout en interrogeant la manière dont les syndicats paysans s'en saisissent. Puis, on constatera que les tracteurs ont rapidement été mobilisés dans le répertoire d'action des agriculteurs, qu'on se posera la question du rendement protestataire de la machine. Et enfin, on s'interrogera sur les voies féminines de la contestation, à l'heure, donc, comme je l'ai dit, d'une certaine dévalorisation du travail agricole féminin. Donc, on peut d'abord voir comment le tracteur a été présenté par les modernisateurs comme un moyen de revaloriser la classe paysanne et comment également les agriculteurs se sont appropriés ce discours. Donc, si au sortir de la guerre, la diffusion des tracteurs apparaît plus ou moins comme un impératif consensuel, cela n'a pas toujours été le cas et ça renvoie aussi à un projet politique qui a largement été analysé par Jean-Paul Bourdon, donc je m'appuie beaucoup sur ses travaux pour cette partie. Donc d'abord, après les grèves des ouvriers agricoles lors du Front populaire, la mécanisation de l'agriculture, elle a d'abord pu paraître intéressante pour les forces conservatrices, puisque le but était de faire chuter le nombre d'ouvriers potentiels grévistes acquis aux idées socialistes. C'est notamment donc, ce qu'exprime un fabricant de machines agricoles en 1943, donc, dans cette citation sur le diaporama. Ainsi disparaîtra cette main-d'œuvre étrangère et migrative, prolétaire sans toit, qui peut constituer une assise solide de la question sociale. Toutefois, donc, parallèlement, les conservateurs s'inquiètent de la chute considérable du nombre d'agriculteurs que susciterait une motorisation massive de l'agriculture française, alors que ceux-ci sont également considérés comme l'assise sociale de la Troisième République conservatrice. Néanmoins, et donc comme je l'ai dit, globalement, dès 1945, le choix d'une diffusion des tracteurs est entendu par l'ensemble des partis politiques, mais avec des divergences quant à la meilleure manière de les implanter. Donc dès lors, il existe des incohérences dans la politique de tractorisation des exploitations françaises au sortir de la guerre, qui sont sans doute le résultat de ces orientations politiques différentes. Donc c'est dans un premier temps la solution qui est portée par le PCF et la SFIO qui s'impose. Et donc, c'est aussi une solution qui est soutenue par la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture. C'est le groupement, en gros, les syndicats agricoles sont regroupés dans cette même confédération au sortir de la guerre. Et donc cette solution portée par le PCF, la SFIO et la CGA, c'est une production de tracteurs lourds destinés à un usage coopératif dans des parcelles remembrées. Néanmoins, face à une demande croissante de tracteurs individuels par les agriculteurs, l'État favorise parallèlement l'importation de tracteurs légers qui, eux, proviennent principalement donc d'Amérique. Et c'est une manière également donc paradoxalement, de condamner la production nationale de tracteurs lourds. Donc cela correspond davantage, donc cette importation de tracteurs légers, cette solution-là, elle correspond davantage
à une orientation valorisée par les politiciens de centre droit, celle d'une diffusion massive de petits tracteurs dans les exploitations françaises, puisqu'il s'agit de conserver le modèle conservateur de l'exploitation familiale, tout en prônant également l'adoption du capitalisme en agriculture. C'est cette deuxième orientation qui triomphe et devient le projet commun de la plupart des partis politiques à partir des années 50. Mais tout de même, les prêts à la modernisation sont rapidement conditionnés à des critères de rentabilité afin, d'une part, de limiter un processus de suréquipement de certains paysans qui achètent donc massivement des tracteurs sans parfois avoir la capacité d'amortir économiquement cet achat, donc ce qui conduit à la faillite de nombreux paysans. Donc ces prêts à la modernisation, ils ont d'abord ce but de limiter le processus de suréquipement. Et aussi, c'est aussi une manière, donc, en donnant des critères de rentabilité, de faire chuter le nombre d'agriculteurs afin de faciliter et de favoriser la survie d'exploitations agricoles plus grandes, plus modernes et plus productives. Cette mécanique, elle est dénoncée par la gauche paysanne, notamment donc, par le MODEF, le Mouvement de défense des exploitations familiales, qui est un syndicat affilié au Parti communiste et qui souhaite un maintien de l'agriculture paysanne qui n'est pas incompatible avec l'utilisation du tracteur. Et donc tout ça, et notamment le processus de suréquipement que j'ai rapidement évoqué, ça démontre que plus que des machines à but économique, avec un critère de rentabilité, les tracteurs sont aussi et surtout des symboles de revalorisation dont se saisissent les agriculteurs. On l'a déjà signalé, les partisans de la modernisation ont rapidement diffusé un récit associant tracteurs et masculinité, afin d'inciter les agriculteurs à s'équiper de ces machines. En témoigne notamment le changement de vocabulaire concernant la profession agricole. Le mot paysan devient très péjoratif, associé à un esprit routinier et vieilli, alors que le mot agriculteur incarne la modernité, la puissance, la jeunesse, la réussite économique. Et donc, c'est le tracteur qui va incarner de manière visible, donc aux yeux de tous, et surtout dans le cadre d'une société d'interconnaissance, ce changement de statut du paysan à l'agriculteur. Ce discours à double tranchant, il est énormément diffusé et on peut prendre ne serait-ce qu'un exemple en visualisant, donc en espérant que ça fonctionne, un extrait d'un film de propagande qui a été commandé par le ministère de l'Agriculture, réalisé par Armand Chartier et Edmond Fleury en 1947, et donc qui a pour titre Palot ou la mécanisation de l'agriculture. Les premières maisons. Tous les habitants d'Arlay attirés sur le pas de leur porte sont là. Les nouveaux coopérateurs, les curieux, les amis, les filles, les gamins, un véritable succès, quelque chose comme une victoire. N'est-ce pas un triomphe, sous le signe de la bonne humeur, de l'intérêt bien compris et de l'odeur de la soupe au lard? Précisément. Et le tracteur a trouvé du premier coup ses ennemis. Les vieux, longtemps, c'est toujours fait comme ça. Le grand-père de mon père n'aimait pas les aventures. Les coléreux, les envieux, ceux qui ont mal au foie de n'être pas les premiers dans leur village, ceux qui cherchent éternellement des querelles et qui ne craignent pas d'afficher en toutes circonstances la tristesse de leur esprit. Toutes les personnes insensibles. Donc très clairement ici, ce discours à double tranchant, il est assez criant. Les paysans, ils sont incarnés par des vieillards, ils apparaissent très manifestement comme les méchants du film, ceux qui sont responsables du déclin du village en refusant sa modernisation, alors qu'à l'inverse, on observe facilement le prestige de l'agriculteur au volant de son tracteur qui attire tous les regards sur lui, et notamment celui des filles. Et donc on comprend que la puissance de la machine, elle est en fait associée à celle de l'homme agriculteur. Ainsi, en jouant sur le registre de la dévalorisation et de la revalorisation de la classe paysanne globalement,
notamment en instrumentalisant un certain sentiment d'infériorité ou de marginalisation de certains ruraux vis-à-vis des urbains. Les tenants du machinisme orientent l'agriculture dans un sens plus capitaliste. Les sources orales confirment d'ailleurs l'appropriation de ce discours par les agriculteurs, qui, par un procédé d'imitation, de pression sociale et de volonté de revalorisation, achetèrent leur premier tracteur. Néanmoins, donc, les exigences de productivité engendrent une rapide dégradation de la situation économique du monde agricole et les syndicats paysans ne sont pas de suite d'accord sur la politique à suivre. Donc, avant de développer un petit peu plus, peut-être brosser à grands traits le paysage syndical de l'après-guerre, où j'avais évoqué le cas de la CGA, mais donc très rapidement, la FNSEA va devenir très importante et s'autonomiser. Et la FNSEA va incarner le syndicalisme majoritaire, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ainsi que le CNJA, le Centre national des jeunes agriculteurs. Les deux syndicats sont en constant dialogue avec le gouvernement. Ils accompagnent et défendent la modernisation des exploitations françaises. Ils privilégient donc largement le choix de la modération jusqu'en 1967 environ, où ils passent de plus en plus à l'action dans des modalités variées. Plusieurs voix discordantes s'élèvent au sein même de ce syndicalisme majoritaire. On peut évoquer le cas du comité de Guéret, qui, dans ses revendications, est proche du MODEF, donc le mouvement de défense des exploitations familiales déjà évoqué, affilié au PCF. Ceux-ci condamnent la trop grande proximité entre le syndicalisme majoritaire et les pouvoirs publics et défendent le modèle de l'exploitation familiale. Ces deux branches dissidentes, elles sont particulièrement influentes dans le centre de la France, dans le Midi et dans l'Ouest. Toutefois, certains militants estiment que leur combat est tenu en échec par leur affiliation à la FNSEA. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il va y avoir une scission au sein du syndicalisme unitaire, effectuée par ceux qui sont appelés les paysans travailleurs en 1970. Ceux-ci axent leur critique contre le capitalisme en agriculture et prônent une alliance avec les ouvriers. Donc, voilà ce qu'on peut dire à grands traits du paysage syndical agricole d'après-guerre. Et donc, contre l'imaginaire déjà créé dans le cadre des mutations représentationnelles du paysan à l'agriculteur, les syndicats agricoles vont rapidement appeler à l'utilisation des tracteurs lors des manifestations. Les branches contestataires sont les premières à s'emparer de ces outils, et c'est aussi une manière de condamner justement la modération de la FNSEA. On peut développer un exemple. Donc, après un printemps-été 1961 marqué par une forte agitation paysanne, la FNSEA fait le choix de l'apaisement, elle accepte les concessions du gouvernement, mais ces concessions, elles sont jugées insuffisantes pour une partie du monde agricole. Plusieurs fédérations, donc les plus contestataires, surtout dans le centre et dans le Midi, comme j'ai pu le dire, qui sont proches du MODEF et du comité de Guéret, réclament des actions plus fortes pour obtenir davantage de concessions. Et c'est ce qu'on peut comprendre dans ce télégramme que j'ai retranscrit donc en 1961, où on voit qu'il y a des défilés de tracteurs qui sont organisés dans l'Ain, contre le mot d'ordre qui avait été donné par la FNSEA. Ces tensions, elles pèsent indirectement sur la stratégie contestataire du syndicat majoritaire, qui doit veiller à ne pas laisser la rue à ses adversaires de l'intérieur. Et donc, rapidement, il y a cette conscience de l'efficacité de la mobilisation des tracteurs pour protester. On a un succès en termes de mobilisation, puisque les agriculteurs se mobilisent largement lors de ces manifestations à tracteurs, puisque c'est aussi un moyen pour eux de performer leur masculinité, de la donner en spectacle et de montrer une image valorisante, moderne de leur profession. Donc c'est un succès en termes de mobilisation, c'est aussi un succès en termes de médiatisation, de représentation valorisante de la lutte paysanne, d'adhésion des Français à la lutte, et aussi d'efficacité quant aux revendications et aux concessions obtenues. Et donc rapidement, consciente de ce succès, la FNSEA va elle aussi rapidement intégrer les tracteurs dans son répertoire d'action. Donc on a pu voir que les tracteurs étaient des outils biaisés et genrés de revalorisation de la classe paysanne à l'heure d'une profusion de discours dévalorisants. Les syndicats paysans eux-mêmes se sont emparés de cet outil symbolique pour en faire un outil de lutte sociale. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Effectivement, on peut analyser les différentes utilisations du tracteur dans le répertoire d'action des agriculteurs. Ils sont d'abord utilisés donc, pour défiler et pour bloquer les axes de circulation.
En 1953 naît un nouveau mode de protestation agricole dans le sud-ouest et dans le midi viticole. Donc, ce nouveau mode d'action, c'est celui des barrages. Il s'agit autant de bloquer la circulation à l'aide de différents outils et obstacles que d'informer les automobilistes par la distribution de tracts. En Beauce, en 1955, Édouard Lynch met en avant la formation de barrages mobiles à l'aide de tracteurs circulant à très faible allure. Et l'usage des tracteurs ici, donc en Beauce en 1955, il illustre donc le décalage qui peut exister à cette époque entre une agriculture du Nord largement mécanisée, tractorisée, et une agriculture du Sud qui dépend encore beaucoup de la traction animale. En réalité, donc, la plus large utilisation des tracteurs en manifestation, elle date davantage des années 60, proportionnellement à la plus large diffusion de ces machines. Ça engendre aussi une modification majeure dans la manière dont les médias retranscrivent les événements. Le terme jacquerie, faisant référence à un imaginaire de l'archaïsme paysan, laisse souvent la place à un lexique modernisateur, militaire, masculin. Les défilés et blocages à l'aide des tracteurs donnent naissance à des images valorisantes de puissance agricole, comme on peut un petit peu le voir sur cette photographie que je mobiliserai davantage plus tard. Ces machines sont régulièrement comparées à des armes, les manifestations décrites par la presse, parfois, souvent, comme des plans d'action militaire. Donc les tracteurs, ils sont massivement utilisés lors de l'été 1961, que j'ai déjà évoqué. La contestation, elle s'explique notamment par une chute importante des cours des fruits, légumes et pommes de terre. L'agitation paysanne, elle est partie de Bretagne, où plusieurs actions ont été organisées. Il y a eu des barrages, des voies de chemin de fer, des urnes ont été brûlées. Il y a eu beaucoup d'actions assez radicales. Et les tracteurs, ils ont été utilisés dans le cadre de plusieurs actions, et notamment dans la prise d'une sous-préfecture, celle de Morlaix, par les agriculteurs. Et donc, face à une certaine radicalisation de la lutte, des arrestations et des peines de prison ferme ont été prononcées à cette occasion contre des organisateurs. Et en solidarité, il y a eu des manifestations dans de nombreuses régions de France, prenant majoritairement la forme de défilés et de blocage des axes de circulation à l'aide des tracteurs. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on peut intégrer cette photographie prise à Grenoble le 26 juin 1961, où on voit bien donc cette présence de tracteurs et essentiellement donc des hommes agriculteurs sur la photographie. Des actions plus violentes ont lieu dans le Midi. À Nîmes, par exemple, les tracteurs, ils ont été utilisés pour forcer un passage et pour foncer sur les forces de l'ordre. Donc de cette manière, on voit que les mobilisations agricoles s'intensifient et se radicalisent dans les années 60. Sans que je développe, on peut estimer que l'année 1967 marque un tournant dans cette radicalisation, la colère paysanne ayant été particulièrement éveillée par l'importation de vins algériens et aussi par de nouvelles inquiétudes qui ont été provoquées par la mise en place du marché commun quelques années auparavant. On observe de plus en plus d'actions conjointes avec le monde ouvrier également dans les années 60, ainsi que de plus en plus d'actions à l'encontre des firmes et des intermédiaires agro-industriels. Donc, si le monde paysan reste largement à l'écart des événements de mai-juin 68, il prend quand même part à ces événements. La FNSEA organise une journée nationale d'action syndicale le 24 mai, donnant lieu à des initiatives dispersées dans une trentaine de départements. Donc, des réunions, des meetings, des défilés, des barrages, avec un usage plus ou moins important des tracteurs. Enfin, donc, la première moitié des années 70, elle est caractérisée par une crise de l'élevage, donnant lieu pour la première fois à de nombreuses actions qui tentent d'unifier et de mobiliser dans la contestation une large classe paysanne européenne contre les exigences justement du marché commun. Pour ne donner qu'un exemple, le 16 septembre 1974, à l'appel des syndicats, des tracteurs défilent sur une grande partie du réseau routier français et des opérations similaires ont lieu dans d'autres pays européens, notamment en Irlande et au Royaume-Uni. Donc c'est le cas ici, pour prendre un exemple bourguignon. Sur la première photographie, on voit le départ du cortège de tracteurs des paysans de Saône-et-Loire, qui est ici à Autun, et leur arrivée à Dijon, après donc, leur procession, sur la deuxième photographie. Les paysans du Larzac, eux aussi, ont utilisé ces machines lors de la marche sur Paris en tracteur en janvier 1973
poursuivant principalement un objectif médiatique. Et d'ailleurs, le traitement quotidien de cette opération par la télévision témoigne du succès de cette opération médiatique. Et donc, à côté de ces défilés de tracteurs qui sont couverts par un traitement médiatique valorisant, apparaît un nouveau type d'action à l'heure de la crise de l'élevage. À l'aide de leurs tracteurs, les agriculteurs déversent du purin, donc conséquence de l'industrialisation de l'élevage, sur les bâtiments officiels ou sur ceux des entreprises. C'est l'Aveyron qui va servir de premier laboratoire à ces actions en 1974. Et Edouard Lynch explique que cela vient contredire l'image modernisatrice qu'ont pu incarner les tracteurs dans les mobilisations paysannes et contribue par contre-coup, à donner de l'agriculteur une image plutôt négative, celle de la saleté, et un retour de cette idée de l'archaïsme paysan, faisant ressurgir donc le terme caricaturant de jacquerie. Cela interroge d'ailleurs l'historien sur l'impact médiatique recherché à l'heure d'un impact médiatique valorisant, évidemment, recherché de plus en plus par les syndicats. Ainsi, le potentiel dévastateur de l'usage protestataire des tracteurs donne lieu à un traitement médiatique différencié. Ce traitement médiatique, il est également recherché par les agriculteurs dans le cadre des luttes contre les cumulards, à l'occasion desquelles les tracteurs peuvent devenir des armes d'invasion des terres. Donc en effet, certains propriétaires accaparent de nombreuses terres sans que cela soit leur activité principale, ce qui s'opère donc au détriment des paysans locaux, à l'époque donc d'une nécessité toujours plus importante d'agrandir son exploitation. Une affaire célèbre à ce sujet, c'est le cas de l'acteur Jean Gabin en 1962, où il a eu la surprise de voir des agriculteurs au petit matin manifester devant son exploitation. Mais donc, dans le contexte des années 68, les agriculteurs radicalisent leur action vis-à-vis de ces cumulards et n'hésitent plus à occuper directement leurs terres à l'aide des tracteurs. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, les paysans locaux sont soutenus par le CDJA et ils lancent une opération le 1er mai 1971. Il y a d'abord une manifestation dans la ferme de Robert Amteau, donc un commerçant en bétail qui est accusé de cumul. Le but de cette manifestation, c'est de l'en expulser. Et en même temps, deux groupes d'une vingtaine de tracteurs dont les plaques d'immatriculation ont préalablement été camouflées. Donc ces groupes de tracteurs sont entrés illégalement sur les terres de l'intéressé. Ils les ont labourés et ensemencés pour marquer donc concrètement leur occupation par les paysans locaux. En Saône-et-Loire, il y a un cas similaire à Bruail, en 1973-1974. Les paysans locaux, cette fois-ci, s'opposent à M. Hentier, un commerçant en aliments de bétail. Les médias, et notamment donc, le journal syndical départemental L'Exploitant agricole de Saône-et-Loire, transmettent le récit des attaques et des contre-attaques, toujours avec ce langage militaire assimilant les tracteurs à des chars de guerre. Donc, je cite un extrait d'article. Dès 8h30, 13 puissants tracteurs parfaitement équipés sont entrés en action pour une première phase. Prise de possession effective des 13 hectares de terrain loués illégalement par M. Hentier et labour de ces terrains. Demain et les jours prochains, les semailles suivront. Quelques jours plus tard, M. Hentier réplique. 4 tracteurs et un groupe de 12 hommes emmenés par M. Hentier tentaient de reprendre possession de terres exploitées depuis peu par le syndicat agricole de Bruail. Donc le combat s'engage à nouveau. On lit dans d'autres articles que les paysans locaux veulent neutraliser l'ennemi. Et cette opération, c'est un succès pour les agriculteurs de Bruail. C'est ce dont témoigne la photographie que je vous ai retransmise. On voit donc deux agriculteurs locaux en train de labourer les terres prises à M. Hentier, dont l'un des deux lève le poing au ciel en signe de son combat, et ici aussi en signe de la victoire obtenue par les paysans locaux. Ainsi, les tracteurs sont également des armes contre les cumulards et servent donc à une certaine lutte sociale interne au monde paysan. Donc, la mobilisation des tracteurs dans le répertoire des actions des paysans, c'est un succès en termes de médiatisation, de représentation, d'adhésion à la lutte, également quant aux concessions obtenues. Et cette réussite, elle explique également pourquoi, à l'inverse, échoue un autre type d'action, les grèves d'achat du matériel agricole. D'ailleurs, celle-ci, elle laisse très peu de traces dans les archives. Pourtant, la critique du productivisme, elle est ici plus logique, puisqu'on demande justement aux agriculteurs de se priver de cet outil qui incarne justement cette orientation économique. Cependant, donc, les consignes syndicales, elles ont été très peu suivies. Les agriculteurs refusent de se priver de cet outil de travail, de cet outil de lutte,
et aussi de ce symbole de revalorisation de leur identité et de leur profession. Par exemple, alors qu'il y avait plusieurs manifestations agricoles en 1964, la FNSEA a appelé à la grève d'achat du matériel agricole afin notamment de réclamer une meilleure politique de subvention pour les acheteurs. Cependant, un mois plus tard, Le Monde titre l'un de ses articles: Les achats de matériel agricole ont guère chuté depuis un mois, traduisant donc l'échec de cette action. En Saône-et-Loire d'ailleurs, j'ai retranscrit un renseignement général qui nous permet de voir l'échec aussi de cette action, puisque dès la présentation des consignes, la question des dérogations elle a été évoquée, sous-tendant la faible adhésion des paysans locaux à cette action. En 1974, la section bourguignonne de la FNSEA ressort cette menace de grève, mais les sources ne semblent pas lui donner suite. Donc cet échec démontre à l'inverse le succès de l'instrumentalisation entre tracteurs, puissance et masculinité dans le cadre des mobilisations agricoles. Néanmoins, et donc comme on a pu déjà un petit peu le constater, les agricultrices sont les grandes absentes de ces manifestations, ce qui interroge sur leur modalité d'action et plus largement sur les mutations du travail agricole féminin à l'heure de la modernisation. Donc en associant tracteurs et masculinité, les hommes se sont appropriés les muscles, la compétence, la technique, ce qui est une source de subordination des femmes et un moyen de les exclure de toutes les tâches les plus valorisantes. Et donc, contrairement au récit largement diffusé de la libération des femmes des travaux les plus pénibles grâce aux tracteurs, elles ont en réalité été confinées dans ces travaux les plus physiques, les moins valorisants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été mécanisés en fait. Le travail agricole féminin a donc globalement subi une certaine dévalorisation à l'heure de la modernisation agricole. Beaucoup de femmes témoignent de leur impression d'être des bouche-trous, de ne fournir qu'un travail d'appoint dans l'exploitation, ou en tout cas leur travail était considéré comme tel. D'ailleurs, on ne reconnaît pas leur statut d'agricultrice. Elles sont globalement appelées femmes d'agriculteurs. Et d'un point de vue administratif, elles ne sont considérées que comme des aides familiales, jusqu'en 1980, où on leur reconnaît tout de même un statut de co-exploitante, et donc le terme d'agricultrice s'implante de plus en plus. Face à cette dévalorisation du travail agricole féminin, les années 50 à 70 sont celles d'une accélération de l'exode rural féminin, comme on peut le voir dans cette caricature, où une femme fuit donc ce qu'on peut imaginer être le mariage avec un agriculteur, en raison donc de la difficulté des conditions de travail dans les fermes pour les femmes, pour les agricultrices. Cela alerte les syndicats agricoles qui souhaitent limiter l'hémorragie. Celles qui restent également s'engagent davantage pour une amélioration de leurs conditions. Par exemple, des réunions non mixtes sont organisées par les syndicats, notamment les syndicats les plus à gauche, les branches les plus à gauche, afin de libérer la parole des paysannes. Néanmoins, donc, ça reste très limité. L'engagement syndical féminin est très faible, que ce soit donc en termes de mobilisation des agricultrices qui sont peu syndiquées, mais aussi en termes de la place qu'on accorde à la condition féminine dans les engagements syndicaux. Donc ça reste très, très limité au tournant des années 60-70. Les agricultrices, elles demandent notamment de meilleures formations agricoles susceptibles de les autonomiser. Et c'est le travail de comptabilité qui est pleinement ancré dans le récit de la modernité et aussi qui est plus compatible avec les normes de la féminité, qui va permettre cette revalorisation et qui va servir de tremplin aux demandes de reconnaissance de leur travail agricole. Donc, en 1995, des agricultrices témoignent de ce combat des années 60-70 en faveur d'une meilleure reconnaissance de leur statut, en affirmant donc que c'est par des chemins détournés, donc notamment celui de la comptabilité, qu'elles sont parties à la conquête d'un métier. On lit notamment: historiquement, les groupes féminins ont démarré avec le souci de former les femmes à la bonne tenue des comptes. Prolongement naturel du rôle de mère de famille, la comptabilité est devenue le fer de lance de celles qui n'avaient pas le droit de monter sur le tracteur. En s'appropriant la comptabilité puis la gestion, nombre de femmes ont ainsi acquis un pouvoir de décision sur l'exploitation. Néanmoins, donc, cette construction culturelle d'une incompatibilité entre féminité et conduite du tracteur empêche celle-ci de mobiliser cette machine afin de protester. Elles sont guère présentes lors de ces manifestations précédemment évoquées qui sont des spectacles de masculinité. D'une manière générale, la présence des agricultrices lors des manifestations, notamment les plus radicales, mobilisant ou non des tracteurs, est régulièrement décrédibilisée dans la presse, notamment en début de période. Certaines sont présentes lors des barrages de 1953, c'est ce qu'on peut voir donc, dans cette photographie prise dans la Creuse.
Et d'ailleurs, à cette occasion, donc un article de l'Aurore témoigne de cette décrédibilisation et oppose également à cette occasion les bons paysans aux agitateurs et aux agitatrices rouges, en dénonçant donc la mainmise des communistes qui détourneraient la colère paysanne en la radicalisant. Donc, si on cite une partie, les groupes de cultivateurs creusois furent noyautés par les agents de Moscou. Ce sont eux, hier, tout au long de la route nationale 20, principale voie de communication entre Paris et Limoges, qui multiplièrent les saccages de toutes sortes, tandis que sur les barricades, trônaient et vitupéraient des femmes échevelées, nouvelles tricoteuses rouges. Alors, leur présence, elle paraît encore plus illégitime lors des manifestations à tracteurs. Elles sont largement invisibilisées des images des défilés des tracteurs qui sont des défilés de puissance masculine, ce qui n'exclut pas tout de même leur présence, mais elles étaient fortement invisibilisées. En fait, elles étaient présentes, mais leur mobilisation, elle est à l'image de la considération de leur travail agricole, c'est-à-dire une mobilisation d'appoint. Donc, notamment, les sources, elles vont, donc qui sont très rares évidemment, elles vont témoigner de leur venue pour apporter le pique-nique. Donc, on est vraiment dans cette conception genrée enfin, du travail et de la contestation, avant de retourner à la ferme, où elles vont justement assurer la continuité du travail, alors que leur mari aura pu s'en échapper pour aller exprimer sa colère dans la rue. Donc, il s'agit évidemment d'un schéma réducteur, destiné à montrer la division genrée de la contestation, qui peut être nuancée par un travail archivistique bien plus poussé. D'ailleurs, à la fin des années 60, rapidement, on voit apparaître des manifestations agricoles strictement féminines, notamment dans les régions de production laitière, mais qui ne prennent pas appui sur l'utilisation des tracteurs. C'est l'absence de reconnaissance d'un statut d'agricultrice, mais surtout la crise du revenu agricole qui sont des thèmes mobilisateurs pour les femmes. Donc, par exemple, les agricultrices sont mobilisées par la nouvelle gauche syndicale à Alençon, Saint-Lô et Arras en novembre 1969. On le voit donc notamment dans cette photographie. Elles sont également mobilisées dans le Finistère en mai-juin 1972, donc des manifestations strictement féminines. Et ici, les agricultrices, elles réclament un salaire pour l'agricultrice, donc salaire notamment issu des revenus laitiers, et tirent un bilan négatif du productivisme. Mais Martine Berland-Darquet estime qu'il faut nuancer les effets de ces manifestations féminines, qu'elles sont rares et qu'elles s'inscrivent dans une stratégie renouvelée de théâtralisation de la lutte paysanne. Et donc, tout de même, on peut évoquer qu'un combat féministe s'effectue aussi à l'intérieur des fermes en détournant l'usage détournant l'usage masculin de la machine. Petite précision de vocabulaire avant de développer. Jean-Philippe Martin a montré qu'en fait, il y avait une réticence de la part des agricultrices à qualifier leur combat de combat féministe, même si en pratique, ça correspondait bien à un combat féministe. Cette conduite féminine du tracteur, elle donne lieu à des stratégies et des négociations de genre de la part des conductrices qui mettent en danger la masculinité de leur mari en même temps qu'elles mettent en danger leur propre féminité. Donc ça peut également être l'occasion de contester le pouvoir masculin à la ferme. De ce point de vue, je m'appuie largement sur les travaux donc, de Lise Saugère, qui a effectué une série d'entretiens auprès d'agriculteurs et d'agricultrices de l'Aveyron au début des années 2000, pardon. Donc, je suis en dehors de mon cadre chronologique, mais dans ces témoignages, il y a des événements qui sont racontés qui datent des années 70 et dans tous les cas qui témoignent de cette construction à long terme des impératifs de genre. Donc, on peut développer deux exemples. La sociologue, elle donne d'abord l'exemple d'un renversement de rôle traditionnel au sein d'un couple d'agriculteurs, celui de Michel et Arnaud. Arnaud a repris la ferme familiale de son épouse Michel. Donc lui-même n'est pas issu du monde paysan. C'est en ça qu'on a un inversement des rôles traditionnels. Et donc, alors qu'ils sont séparés lors de l'entretien, les deux témoignent d'un épisode marquant au début de leur mariage. Arnaud aurait essayé de démarrer un tracteur. Il n'aurait pas réussi. C'est donc Michel qui serait venu, qui l'aurait poussé du tracteur et qui aurait réussi immédiatement à faire démarrer la machine. Arnaud, il témoigne de cet événement comme quelque chose d'assez humiliant pour lui. Et donc, en fait, concrètement, ce que ça montre, ce qu'a voulu montrer l'agricultrice, en tout cas, on peut l'analyser comme ça, c'est que si c'est Arnaud qui est officiellement le chef de l'exploitation, elle l'est dans la pratique quotidienne du travail agricole. On retrouve cette même contestation du pouvoir masculin dans le témoignage de Cathy. Elle n'est pas issue du milieu paysan, mais travaille à la ferme avec son mari.
Elle souhaite conduire le tracteur et s'impliquer davantage dans le travail agricole, mais son mari ne comprend pas sa demande et refuse de lui apprendre. Et donc le seul moyen pour elle de s'affirmer, c'est de conduire le tracteur quand elle le peut, quand son mari ne l'utilise pas. Ainsi, en conduisant des tracteurs, les femmes ne se conforment pas au modèle de la féminité hégémonique et contestent le pouvoir masculin à la ferme. C'est un moyen de subvertir les normes de genre et d'obtenir davantage de reconnaissance. On a donc montré comment les tracteurs se sont implantés en France durant les Trente Glorieuses, avec succès puisqu'ils répondaient à une demande de revalorisation de la classe paysanne et notamment de la masculinité des agriculteurs, besoin lui-même créé par les partisans du capitalisme agraire. Presque paradoxalement, il a également été rapidement mobilisé dans le répertoire d'action des paysans en lutte, tout en témoignant de luttes d'influence intersyndicale. Le succès de l'utilisation protestataire de ces machines est réel en termes de mobilisation, de représentation, de médiatisation, d'adhésion à la lutte, de concessions obtenues. Mais néanmoins, ce processus de mécanisation de l'agriculture, il a engendré une certaine détérioration des conditions de travail des agricultrices, tout en rendant de plus en plus inacceptable le manque de reconnaissance à leurs égards. Le tracteur étant étroitement associé à la masculinité, il a été impossible culturellement et socialement pour celles-ci de s'appuyer sur cette machine pour faire progresser leur cause. Et c'est le travail administratif, davantage compatible avec les normes de la féminité, qui va permettre cette revalorisation. Alors que certaines, donc, comme je viens de le dire, ont fait de la conduite du tracteur un moyen de subvertir les normes de genre. Voilà ce qu'on peut dire. Merci Cassandra pour cet exposé. Des questions, des remarques? En fait, c'est du côté de la classe ouvrière et des ouvriers agricoles en particulier. L'arrivée du tracteur, hein, on peut imaginer qu'il va y avoir deux mouvements, quoi. Ça va être un peu le symbole d'une montée en qualification technique, aussi la fin de l'inégalité et de l'injustice entre l'ouvrier agricole et l'ouvrier de l'industrie. Ça va être aussi la réduction drastique, bien que temporaire, de leur nombre. Est-ce qu'on a des éléments sur comment ça va être appréhendé et accueilli par les ouvriers agricoles, notamment leur organisation, la FNTA, dans les années 60, 70? Deuxième question. Oui, juste rapidement, c'est moi qui n'ai pas bien entendu. Le super extrait, qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? C'est quoi? C'est des actualités françaises? Non, c'est un film de propagande en fait. Du ministère. Du ministère de l'Agriculture. Ouais. Oui, oui. Deuxième chose, c'est qu'après, j'ai vu, mais là, moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des médias, mais j'ai vu 74, France 3 Bourgogne. On parlait de ça parce que là, on a fêté les 50 ans de FR3. Ah oui. 75. Donc, c'est pas possible. France 3, en plus, c'est après. Au début, c'est FR3. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc en 74? Ça ne peut pas être France 3 Bourgogne. Ça n'existe pas. C'est sans doute ça. Et puis, troisième question, c'était passionnant, vraiment, c'était très intéressant. Merci. J'avais simplement une question sur, et c'est une difficulté parce que j'ai bien compris que c'est un travail qui a été commencé et qui dit beaucoup de choses et qui mériterait peut-être prolonger, j'en sais rien, je ne sais pas. C'était la dimension de, il y a beaucoup d'exemples, mais on se pose parfois la question de leur représentativité. Ça veut dire en gros une espèce de portrait un peu plus quanti, pour savoir si ces mobilisations, c'est quelques-unes, mais finalement c'est marginal, ça ne correspond à rien. Vous voyez, c'était un peu ça. Ok. Et dernière question. Oui, vous avez évoqué la FNSEA, qui sont toujours très proches du gouvernement. Je crois que nombre de dirigeants de la FNSEA sont devenus humanistes. Mais ce que je voulais savoir, c'est au niveau politique. Vous avez montré les facteurs, toutes ces choses-là dans les manifestations, les contestations. Et il me semble que, je crois que c'est les Edgar qui disaient les paysans de lundi, on teste le mardi, on se paie le mercredi, les filles, même dimanche, ils votent à droite. Je crois que c'est Edgar Pizzalit qui est quand il était ministre de l'Agriculture qui disait ça. Alors, est-ce que, je veux dire, c'était vraiment très fondé? Est-ce que c'est encore d'actualité? Et est-ce que l'irruption des femmes dans la reconnaissance dans le monde agricole, est-ce que ça a un peu orienté, influencé, réorienté autrement les orientations politiques D'abord, peut-être sur le reportage, oui, pour la source. Alors, je sais plus précisément, en fait, j'avais récupéré ça dans les archives de l'INA. Et donc, je sais que c'était le titre du documentaire, c'était Bourgogne Actualité. Donc après, oui, ça devait pas être France 3, oui, ça doit être une erreur dans la manière dont j'ai retranscrit.
Donc c'était un reportage local en tout cas. Sur la représentativité des exemples, donc oui, là, en fait, j'ai essayé de montrer des exemples bien précis, etc. Donc, j'estime qu'il y a quand même une certaine... En fait, dans la dynamique de fond, il y a une représentativité dans le sens que on a bien cette utilisation assez rapide et massive quand même des tracteurs dans les manifestations donc, diverses. Mais d'abord, et sûrement, ça n'est principalement, ça je l'ai peut-être pas assez dit, d'abord dans l'Ouest et en Bretagne. Et en fait, ça se développe ensuite dans le reste de la France, en fait. Mais en fait, ça va être assez massif et rapide. Donc, il y a bien sûr d'autres types d'actions. Mais en fait, vu que ça montre une image valorisante du monde agricole et que c'est un succès, donc en plein de points, en fait, ça va être assez... Enfin, c'est des exemples localisés, mais qu'on retrouve dans d'autres régions, évidemment. Sur l'orientation politique du monde agricole, je suis pas complètement sûre d'avoir compris votre question. Et on dit toujours que le milieu agricole vote à droite. Ouais. Et je pense que c'est vrai que beaucoup de dirigeants de l'agriculture sont devenus ministres. Oui. Mais les Pisani disaient oui, mais ils contestent le lundi, ils se passent mais le dimanche, ils votent à droite. D'accord, ok. Oui. Et est-ce que l'éruption des femmes, leur reconnaissance avec le tracteur, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a réorienté les politiques? Est-ce que ça a été dans la continuité de ce qui se passe avec les hommes? Comment ça se passe? Ok. Alors là, déjà, je vous avoue de suite que je suis pas du tout... je me suis pas vraiment spécialisée dans ces histoires, donc dans une histoire politique donc du monde agricole, donc ça reste très flou. Mais en tout cas, j'avais pu faire un peu, dans mon premier mémoire, en fait, j'avais essayé d'analyser vraiment à l'échelle très locale, donc à partir de l'exemple de l'Autunois, donc ce processus de modernisation agricole. Et justement, donc ça m'avait permis de voir les manifestations, les mobilisations. Et là, pour le coup, je m'étais un petit peu plus intéressée aux questions politiques. Et donc, cette idée des paysans qui votent à droite, etc. Enfin, en tout cas, dans mon exemple local, c'était pas le cas. Il y avait quand même une grande importance du vote paysan à gauche. Après, il y avait la particularité que rapidement, en fait, il y avait la figure de François Mitterrand qui était une figure locale, donc qui a été d'ailleurs présente dans de nombreuses manifestations à Autun, manifestations agricoles. Et donc, il y a rapidement eu il y a eu cette orientation à gauche du monde paysan. Dans mes souvenirs lointains, il me semble que c'est quand même un petit peu, en tout cas dans les années 50-70, le vote à droite, il n'est pas non plus extrêmement important. Après, peut-être que Jean Vigreux pourrait peut-être plus développer que moi cette idée, mais qu'il y a quand même ce tournant en 68 aussi avec l'idée donc que c'est le monde, qu'on appelle ça la majorité silencieuse, issus du monde paysan, etc. Mais c'est des idées ça reste très flou pour moi, en tout cas. Mais par contre, pour le rôle des femmes, euh, pareil, d'un point de vue politique, je peux pas exactement revenir là-dessus, mais en fait, ça me fait penser à autre chose. C'est, par exemple, donc, dans les dirigeants de la FNSEA, il y a une figure féminine qui a été assez importante ces dernières années, justement, c'est Christiane Lambert. Et justement, c'est un des rares destins de femmes qui s'est syndiqué rapidement dans les années 70-80 et donc qui montre une orientation évidemment plus à droite, plus libérale économiquement, etc. Je fais attention maintenant au temps parce qu'on a encore deux interventions. Il y avait une question encore, et puis il y avait celle aussi sur le chat sur les éléments genrés concernant les enfants qui conduisent les tracteurs. Est-ce qu'on reproduit le modèle quand les enfants conduisent le tracteur dans les fermes? Et il y avait une autre question rapide. Une question, c'est une remarque. Heureusement que les femmes ont tardé à monter sur les tracteurs, parce qu'avant, les tracteurs, c'était une véritable facture. Et il y a un paquet d'agriculteurs qui sont bousillés des colonnes vertébrales. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable. Oui, mais même aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de revendications féministes dans les agricultrices, parce qu'en fait, c'est des outils qui, même aujourd'hui, sont pas du tout adaptés à la morphologie féminine. Et donc, ça pose de vrais problèmes. Et d'ailleurs, au début, il y a eu
énormément d'accidents, de retournements de tracteurs. Donc on connaît principalement par les agriculteurs, peu par les agricultrices, évidemment. Je veux dire que c'est un aspect à voir Ouais. Oui, les conséquences sur la santé. oui. Et la FNTA Oui, sur j'avais les pas répondu ouvriers, sur les ouvriers agricoles. le prolétariat? C'était la manière d'appréhender la tractorisation en général, en gros. Pareil, là-dessus, j'ai pas énormément de billes, mais d'un point de vue, en tout cas, de revalorisation de leur identité professionnelle, là aussi, enfin, il y a eu ce mouvement aussi au départ de peur de faire chuter, évidemment, le nombre d'ouvriers agricoles, peur qui s'est en partie concrétisée, mais culturellement, ça a été un moment, enfin, ça a aussi été une manière de revaloriser leur statut et d'être grandi par la technique, etc., etc., ce qui faisait que c'était, d'un point de vue des représentations, c'était plus important, mais je pourrais pas trop en dire plus. Pardon.